Gaku Kitada est un nerd sans caractère qui a été admis dans une école prestigieuse grâce à une bourse d'études, en raison de son intelligence exceptionnelle. Gaku s'intéresse aux mathématiques depuis son enfance. C'est pratiquement la seule chose qu'il sait faire, ce qui lui a valu d'être sélectionné en premier. Son école l'a inscrit à l'examen annuel des Olympiades de mathématiques, espérant qu'il remporterait facilement le trophée, mais le jour de l'examen, notre garçon s'est bloqué et a littéralement laissé sa feuille de réponse vierge. Le lendemain, le directeur et d'autres membres du conseil d'administration l'ont confronté à ce sujet. Apparemment, l'école a toujours remporté la première place aux Olympiades de mathématiques depuis sa création, mais Gaku a brisé cette série de victoires, ce qui a vraiment énervé le directeur. Gaku voulait juste être un grand mathématicien moderne, mais maintenant, ses rêves ont été brisés. Aujourd'hui, il passe la plupart de son temps à travailler comme cuisinier à la cafétéria de l'école. Il pense que même s'il arrive à s'en sortir avec l'argent de la bourse, il devra quand même travailler à temps partiel pour aider son père. Sinon, il ne serait qu'un fardeau. S'il n'y a pas d'autres complications, il devrait obtenir son diplôme dans environ 6 mois. Sa collègue Aya écoute son histoire sur les soba et admet que c'est un peu triste. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles Gaku était le garçon le plus intelligent de l'école, elle ne s'attendait donc pas à entendre ce genre de choses. Quant à elle, elle aspire à obtenir une bourse sportive pour l'école et est toujours sur liste d'attente, alors elle travaille ici pour gagner un peu d'argent de poche. Cela mis à part, elle demande à Gaku de donner des cours particuliers à son neveu stupide, car il est très intelligent, mais il n'est pas vraiment doué pour l'enseignement. Il trouve que cuisiner est une tâche facile et sans effort, à tel point qu'il peut même se laisser aller à la rêverie pendant qu'il cuisine. Pendant qu'il cuisine, Gaku se renverse accidentellement du ketchup sur le visage. Aya panique et lui propose de l'essuyer immédiatement, mais Gaku n'y prête pas la moindre attention et continue de cuisiner. À ce moment-là, un homme aux cheveux clairs et vêtu d'une capuche entre dans la cafétéria et aperçoit le délicieux repas que Gaku vient de préparer. Gaku a fini de cuisiner, il en sert donc à Aya en guise de repas gratuit pour le personnel. Elle jette un coup d'œil et commence à saliver. Elle n'a jamais vu un repas du personnel aussi appétissant. Elle prend une première bouchée et ses papilles gustatives sont transportées dans un tourbillon d'aventure. Puis, tout à coup, le jeune homme à la capuche entre et demande le même repas que celui qu'il vient de lui servir, mais Gaku refuse, prétextant que ce repas est réservé au personnel. Le type à la capuche s'en moque, il prend l'assiette de Gaku et commence à la dévorer, puis, une fois qu'il a fini, il tapote la tête de Gaku comme s'il s'agissait d'un chien et sort nonchalamment. Plus tard dans la journée, Gaku a un autre rendez-vous avec le directeur dans son bureau. Il vient d'apprendre que Gaku a refusé de participer aux prochains concours olympiques de mathématiques. Gaku est le meilleur élève de l'école, et le directeur et le conseil d'administration estiment que ce serait l'occasion idéale pour lui de montrer la force de l'école et aussi une chance pour Gaku de se racheter après avoir échoué lors de la précédente compétition, mais Gaku a déjà pris sa décision. À cause de ce qui s'est passé lors de la dernière compétition, il estime qu'il n'a pas ce qu'il faut pour se démarquer dans les concours nationaux de mathématiques. Après avoir dit cela, Gaku s'excuse et sort. Le directeur est vraiment en colère. Il frappe du poing sur son bureau. En marchant dans le couloir, il croise un groupe de 3 jeunes gens, dont celui du milieu lui semble le plus familier. Avant qu'ils ne se croisent, le jeune homme au milieu demande à Gaku où se trouve le bureau du directeur. En le regardant de plus près, Gaku reconnaît le jeune homme qui est entré dans la cafétéria et lui a volé son repas. Il le met en garde de ne pas recommencer. Gaku lui demande dans quelle classe il est, et le jeune homme répond qu'il n'est pas étudiant ici. Il est en fait ici en tant que chef cuisinier. Apparemment, le directeur a invité plusieurs personnalités importantes pour un service de restauration, mais il cherche actuellement le directeur juste pour lui dire bonjour. Le type au milieu change soudainement d'avis et dit qu'il ne veut plus voir le directeur, il est plus intrigué de voir quel genre de personne est Gaku. Dans la scène suivante, on les voit tous les deux ensemble dans la cuisine. Le type s'excuse pour son comportement grossier de la journée et propose de lui préparer quelque chose à manger. Au fil de leur conversation, Gaku apprend que ce type n'a que 23 ans et qu'il possède déjà son propre restaurant. Il est vraiment envieux. Le type dit à Gaku de ne pas se sous-estimer. Gaku est assez intelligent pour passer l'examen des Olympiades de mathématiques. À ce moment-là, Gaku reçoit un appel téléphonique de son père surexcité, qui l'appelle juste pour lui demander comment ça se passe à l'école. Gaku répond à son père qu'il a réussi à maintenir ses notes et que, vu la situation, il devrait pouvoir entrer à l'université de Tokyo. Il promet à son père qu'il trouvera un emploi bien rémunéré après avoir obtenu son diplôme, mais son père lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Il souhaite que Gaku obtienne un master et parte étudier à l'étranger. Il trouvera un moyen de financer ses études. Le père de Gaku sait à quel point son fils aimait les mathématiques quand il était enfant. Il estime que c'est son devoir en tant que parent de soutenir son rêve. L'appel prend fin, et le jeune homme aux cheveux clairs place un bol de napolitaine juste devant Gaku. Gaku est surpris de voir que la napolitaine est déjà prête, mais avant qu'il ne puisse commencer à manger,
le garçon l'arrête et lui dit que Gaku a vraiment attiré son attention ces derniers temps, au point qu'il a fait des recherches à son sujet. Tous ses camarades de classe et ses professeurs s'accordent à dire qu'il a perdu son aura redoutable depuis l'incident lors de l'examen. Il regarde Gaku droit dans les yeux et lui dit qu'il ne se rend pas compte du potentiel qu'il a. Gaku trouve cette situation très inconfortable, alors il change de sujet et dit qu'il veut juste manger maintenant. Ce type a passé tellement de temps à bavarder que le napolitain qu'il a mis tant de temps à préparer est devenu détrempé. Il prévoit de manger rapidement et de partir. Gaku en prend une bouchée, mais dès qu'elle touche ses papilles gustatives, il est transporté dans un tourbillon d'aventure. Comment des nouilles détrempées peuvent-elles avoir un goût aussi délicieux? Gaku veut savoir comment elles ont été préparées, alors il demande au type comment il s'y est pris. À ce moment-là, un appel d'Aya l'interrompt, et il se lève immédiatement pour partir. Le type s'éloigne et se retourne vers Gaku, lui disant qu'il pense que ses pâtes napolitaines sont meilleures, c'est pourquoi il n'a pas utilisé la méthode qu'il a utilisée. Gaku reste sans voix et complètement incrédule. Le type est sur le point de sortir, mais avant de le faire, il se présente comme Kai. Puis il quitte la pièce. Une fois cela terminé, Gaku répond à l'appel d'Aya. Elle est à l'école et est en état de panique. Elle envoie à Gaku une photo du tableau d'affichage de l'école qui montre que Gaku a été expulsé. L'école veut que Gaku rembourse la bourse d'études et l'expulse simplement parce qu'il refuse de participer aux concours olympiques de mathématiques de l'école. Que va-t-il dire à son père, qui travaille si dur pour payer ses frais de scolarité? Le directeur regarde Gaku qui est agenouillé sous la pluie et lui dit qu'il déteste plus que tout au monde être humilié. Le fait qu'il ait rendu une copie blanche pendant l'examen n'a apporté que de la honte à leur école. Sans compter qu'ils ont perdu beaucoup de dons de sponsors à cause de son geste. Ils lui ont même donné une seconde chance de se racheter lors du prochain concours de mathématiques, mais il a piétiné tous les efforts du directeur. Le directeur s'éloigne en disant que Gaku ne peut rien faire pour réparer cela. Il doit rendre l'argent de la bourse. Aya voit tout ce qui vient de se passer et s'apprête à courir vers lui, mais Kai surgit de nulle part et la devance. Plus tard dans la soirée, le directeur a une réunion importante avec des invités de marque. La réputation de son école est en jeu, il ne peut donc pas se permettre de leur servir de la nourriture de mauvaise qualité. C'est pourquoi il a invité les meilleurs chefs de la ville, et à mesure qu'ils entrent, le directeur les présente un par un. Les invités sont stupéfaits d'apprendre que Kai est un chef gastronomique et qu'il n'a que 23 ans. Kai est également le propriétaire du célèbre restaurant Chef K, qui est un restaurant une étoile dans la ville. Les invités sont stupéfaits en apprenant cela. Le directeur continue de flatter Kai inutilement, mais les invités ne sont que de plus en plus impressionnés. Peu après, la femme de chambre remet le menu au directeur. Il le consulte et est choqué de voir que le plat principal est des pâtes à la napolitaine. Le directeur sait que c'est un plat très basique, mais il décide tout de même de faire confiance à Kai. En réalité, Kai a kidnappé Gaku et le force actuellement à préparer une grande quantité de pâtes. Gaku ne supporte pas une telle tension et fait une dépression nerveuse. Il se sent comme un moins que rien qui ne servira jamais à rien. Il ne se sent pas digne de cuisiner pour les invités importants du directeur. Depuis les Olympiades de mathématiques, il a l'impression que son existence n'a aucun sens. Aya voit que cela affecte vraiment Gaku, alors elle suggère qu'il rentre à la maison, mais Kai l'interrompt en disant que s'il s'assoit et prépare de délicieuses pâtes napolitaines, il lui garantit que cela améliorera sa situation actuelle. Kai lui donne deux options, continuer à vivre paisiblement sa vie de perdant ou s'accrocher à cette lueur d'espoir qui pourrait changer sa vie. Gaku entend cela et pense à tous les efforts que son père a déployés pour l'amener là où il en est aujourd'hui, et il ne peut pas le décevoir. Gaku est toujours indécis, mais il enfile quand même son tablier et se met à cuisiner. Il commence à préparer le plat, mais il n'est pas du tout confiant. Il se demande pourquoi Kai tient tant à ce qu'il prépare des pâtes à la napolitaine alors que sa version était bien meilleure. Kai le regarde simplement avec un sourire en coin et lui dit qu'il doit sortir des sentiers battus pour réussir la parfaite napolitaine. Gaku réfléchit à cela et a une idée géniale. Il commence immédiatement à rincer les pâtes à l'eau froide, puis les met au réfrigérateur. Aya voit cela et est perplexe, car cela ne ferait que ramollir les pâtes. Kai, quant à lui, a un large sourire sur le visage. Peu après, le processus est terminé et les pâtes sont servies aux invités. Ceux-ci sont clairement impressionnés par la présentation, mais comment vont-ils réagir au goût? Les invités ont tous reçu les nouilles napolitaines. Ils les regardent et trouvent assez décevant que le chef ait préparé un plat aussi basique comme plat principal, mais après les avoir examinées de plus près, ils remarquent que ces nouilles ne ressemblent pas aux nouilles que l'on trouve habituellement dans les rues du Japon. Ils en prennent néanmoins une bouchée et écarquillent immédiatement les yeux, surpris par leur saveur délicieuse. Ils réfléchissent à toutes les saveurs qui composent ce plat et à la façon dont elles se marient bien ensemble. L'un d'eux va même jusqu'à dire qu'il sent de nouvelles saveurs exploser dans sa bouche à chaque bouchée. Cependant, l'un des invités arrogants déclare que le goût des pâtes est plutôt correct, mais qu'il préfère tout de même la cuisine haut de gamme. Notre homme baisse alors les yeux vers son assiette et est surpris de constater qu'il l'a déjà entièrement dévorée. Quant aux autres, cela leur donne un sentiment de nostalgie. Depuis leur enfance,
le goût qui leur vient à l'esprit est celui d'une crème onctueuse idéale. Les nouilles napolitaines de Gaku avaient exactement ce goût. Le directeur regarde ses invités avec perplexité, se demandant pourquoi ils sont si absorbés par les nouilles. Pourquoi choisissent-ils de montrer leur humanité à un moment pareil? Mais néanmoins, le directeur sourit simplement, car il sait qu'il ne fait que les utiliser tous, et qu'il va très bientôt les abandonner. Puis, une fois que tout le monde a fini de manger, le directeur demande à chacun s'ils ont apprécié le repas. Ils répondent tous positivement, disant qu'ils ne s'attendaient pas à être émus par un plat aussi simple. Kai se penche alors et demande au directeur s'il serait possible d'appeler le chef qui a préparé les nouilles. Le directeur accepte, disant qu'il serait logique de le remercier d'avoir fait de son dîner avec les invités un tel succès, mais à ce moment-là, le directeur s'étouffe en voyant Gaku sortir lentement. Kai prend la parole et dit que lorsqu'il a rencontré Gaku pour la première fois, celui-ci avait déjà poussé la qualité des nouilles napolitaines à son maximum. Gaku avait parfaitement compris la commande des ingrédients. Il ajoute d'abord les oignons, puis, après la réaction de Maillard, il ajoute les saucisses bratwurst et les poivrons. Enfin, il ajoute les pâtes et les fait sauter avec du ketchup. Ce que Kai a trouvé le plus intéressant, c'est que Gaku met les pâtes d'un côté, puis verse le ketchup directement dans la poêle de l'autre côté. Cette méthode permet d'augmenter plus rapidement la température du ketchup, ce qui aide à obtenir un arôme de tomate parfait. Les invités du directeur entendent cela et sont totalement incrédules. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un détail aussi insignifiant fasse une telle différence. Une autre chose que Kai a trouvé intrigante est le fait que chaque fois que Gaku prépare un plat occidental, il règle toujours la température de la fourchette à exactement 45 degrés Celsius. C'est ce qui a étonné Kai dès leur première rencontre. Les invités y réfléchissent et admettent que lorsqu'ils ont pris la fourchette, elle était très chaude et agréable au toucher. Ils pensent que s'ils avaient eu une fourchette froide dans la main, ils se seraient sentis moins à l'aise. En somme, ils ne s'attendaient pas à ce que la température de la fourchette soit si importante. Kai mentionne qu'il chauffe également les fourchettes et les assiettes dans son restaurant, mais Gaku le fait de manière plus efficace. Kai ne cesse de faire l'éloge de Gaku depuis son arrivée, et Gaku commence honnêtement à se sentir un peu mal à l'aise, mais Kai lui dit que tout le monde n'aurait pas été capable de faire cela, ce qui signifie qu'il est spécial. Une autre chose était la texture des nouilles. Elles étaient si douces et raffinées. Pour obtenir ce résultat, Gaku explique qu'il a rincé les pâtes à l'eau froide après les avoir fait bouillir, puis les a marinées dans du vin rouge et du vinaigre avant de les mettre au réfrigérateur. Les invités sont encore plus impressionnés par le génie de Gaku, mais celui-ci ne veut pas s'attribuer tout le mérite, alors il avoue qu'il n'a découvert cette méthode que lorsque Kai lui a préparé des pâtes à la napolitaine. Kai admet également qu'il a intentionnellement fait attendre Gaku un moment avant de manger afin que les pâtes deviennent molles. Après avoir entendu tout cela, ils regardent tous Gaku avec une profonde incrédulité. Le directeur transpire abondamment, il n'en croit pas ses yeux. Gaku prépare ses plats avec des calculs et une théorie méticuleux, ce qui le distingue des autres chefs. Gaku est désormais considéré comme un symbole de l'éducation à la Wells Academy. Kai explique alors que c'est précisément la raison pour laquelle le directeur souhaite le leur présenter. Ses invités entendent cela et s'enthousiasment immédiatement. Ils commencent à féliciter le directeur et vont même jusqu'à dire qu'ils vont augmenter les subventions et le financement de l'école uniquement pour Gaku. Le directeur transpire toujours abondamment. Il se sent vraiment gêné par cette situation, car cela signifierait qu'il serait redevable à Gaku. Kai se penche alors vers le directeur et l'informe que ses invités VIP sont prêts à soutenir son académie tant que Gaku y est, donc s'il refuse de le féliciter dans ces circonstances, les choses pourraient prendre une tournure imprévisible. Le directeur n'a d'autre choix que de se soumettre. Il s'incline et remercie Gaku pour cette opportunité, et rien qu'en regardant l'expression sur son visage, on voit bien que notre homme déteste chaque seconde de cette situation. Une fois cela fait, Kai et son équipe s'éloignent. Kai se retourne vers Gaku et lui assure que sa façon mathématique de penser est définitivement faite pour la cuisine, et que s'ils parviennent à travailler ensemble, ils pourraient réaliser des choses jamais faites auparavant dans une cuisine. Dans la scène suivante, Gaku se réveille en sursaut de ce cauchemar, en sueur. Il descend immédiatement et s'assoit avec son père. Son père est un peu trop excité que Gaku ait réussi à entrer à la célèbre université de Tokyo. Gaku exhorte son père à ne pas se montrer aussi excité et surpris, car il savait pertinemment qu'il avait bien réussi l'examen blanc. Puis, l'attention de Gaku se porte sur une femme à la télévision, connue sous le nom de Musashi. Apparemment, elle participe régulièrement aux Olympiades de mathématiques. Elle se vante et affirme qu'elle va obtenir un score parfait à l'examen d'entrée. Le père de Gaku reconnaît qu'elle est douée, mais il n'aime pas le fait qu'elle se vante ainsi. Gaku se souvient de la fois où il a rencontré Musashi en personne. Elle lui a posé une question mathématique simple, à laquelle Gaku a donné une réponse simple, mais ce qu'elle a fait a beaucoup intéressé Gaku, elle a littéralement élaboré sa propre théorie pour résoudre la question. À partir de ce moment-là, Gaku a su qu'elle était une personne exceptionnelle. Le père de Gaku voit que son fils commence à avoir des sentiments mitigés à propos de toute cette histoire, alors il se précipite dans la cuisine et lui sert à manger.
Après avoir fini son petit déjeuner, Gaku réfléchit à la douceur de la vie qu'il mène avec son père. Il doit déterminer ce qu'il veut faire s'il veut devenir quelqu'un d'important à l'avenir. Il pose son assiette et annonce immédiatement à son père qu'il va partir à Tokyo pendant quelque temps. Cette déclaration surprend son père, et Gaku s'en rend compte, alors il le rassure en lui disant qu'il reviendra bientôt. Son père n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il a en tête, mais il lui dit quand même d'y aller, car il sait que c'est quelque chose qu'il doit découvrir par lui-même. Cela dit, Gaku passe toute la journée à voyager seul au cœur de Tokyo à la recherche de ce qui comblera son désir le plus cher. Il arrive au restaurant de Kai et est accueilli par Hana, la sous-chef. Elle reconnaît immédiatement Gaku comme étant celui qui a créé les célèbres nouilles napolitaines. Elle se dirige vers la cave à vin et lui offre un verre. Alors que Gaku tient son verre, elle lui explique que la température de tous les verres, assiettes et poignées de porte a été soigneusement ajustée pour offrir un confort et une fraîcheur au toucher. Si Hana se montre si amicale avec Gaku, c'est principalement parce que Kai lui a déjà dit beaucoup de bien de lui par le passé. C'est là qu'elle a appris l'importance de contrôler la température. Hana n'avait jamais vu Kai complimenter quelqu'un de cette manière, et Gaku a donc automatiquement gagné son respect. Hana lui propose de s'asseoir et lui dit qu'elle veut lui préparer un repas. Gaku y réfléchit un instant et refuse. Il sait que le coût moyen d'un repas dans ce restaurant est d'environ 8000 yens, et il ne veut pas se ruiner, mais Hana l'informe que Kai lui a spécialement demandé de lui préparer un plat lorsqu'il est venu et lui a demandé quel était le principe de ce plat. Les ordres de Kai étaient les suivants: si Gaku parvient à la convaincre avec sa théorie, il doit rester ici et attendre son retour. Sinon, il doit prendre ses frais de transport et partir immédiatement. Hana s'approche de lui et pose une assiette magnifiquement décorée. Il est tellement surpris par la présentation qu'il ne peut que la regarder, mais avant qu'il ne puisse commencer à manger, Hana décide d'être brutalement honnête et dit à Gaku qu'il lui sera impossible de devenir chef dans ce genre de restaurant. Le monde culinaire est un endroit vraiment effrayant, et elle ne pense pas qu'une personne comme lui, qui n'est pas ambitieuse, soit faite pour cela. Puis, tout à coup, Gaku l'interrompt et lui demande poliment d'arrêter de bavarder afin qu'il puisse enfin goûter le plat. Il en prend une bouchée et est transporté dans un tourbillon de saveurs. Quelques secondes plus tard, il devine facilement que le plat est principalement composé de crabes. Il trouve très intéressant qu'elle ait associé du porc et du crabe dans ce plat. Alors que Gaku donne une analyse détaillée, Hana ne peut s'empêcher de fixer le feu qui brûle dans ses yeux. Puis, Gaku fait quelque chose qui laisse Hana bouche bée. Il demande un stylo et du papier et commence à écrire des fonctions mathématiques pour le processus de cuisson de ce plat. Après un petit moment, il rédige la formule parfaite pour le plat. Hana ne peut s'empêcher d'admettre que toutes les déductions faites par Gaku jusqu'à présent sont correctes. Cependant, elle décide de lui faire passer un dernier test et lui demande ce qu'il pense du crabe. À sa grande surprise, Gaku est facilement capable de prédire qu'il s'agit d'œufs de crabe. Un léger sourire se dessine sur son visage, elle a trouvé la perle rare. À ce moment-là, Kai sort de l'arrière-boutique et félicite Gaku, car il a deviné tous les ingrédients du repas. Il s'approche de Gaku et lui tape dans le dos pour le féliciter d'être devenu chef débutant. Hana et son collègue se regardent, stupéfaits, car ils n'ont jamais vu Kai d'aussi bonne humeur avec l'un de ses chefs. Gaku dit à Kai que depuis leur dernière rencontre, il n'a pas cessé de penser à l'accord qu'il lui a proposé. La dernière fois qu'il a pu apprécier les mathématiques simples, c'était quand il était enfant, mais maintenant qu'il peut mettre ses connaissances mathématiques à profit dans la cuisine, c'est vraiment exaltant pour lui. Il reconnaît également qu'il n'aurait jamais découvert cette compétence dont il ignorait l'existence sans la cuisine de Hana, et il la remercie pour cela. Hana le regarde et est surprise qu'il ait pris le temps d'apprécier son chef. Gaku n'est pas vraiment sûr de vouloir devenir chef. Ce qu'il veut savoir, c'est la raison de cette passion impulsive pour la cuisine. À ce moment-là, l'un des membres du congrès présent à la réunion précédente, nommé Wishi, entre dans la pièce, rappelant à Gaku qu'il fait partie des personnes qui ont goûté ces incroyables pâtes napolitaines et qu'il est son plus grand fan depuis ce jour. Apparemment, Wishi est devenu sponsor du restaurant grâce à Gaku, et comme c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un membre de sa famille, il a promis à Gaku de lui préparer un repas spécial. Kai regarde Gaku d'un air sérieux et lui dit de ne pas tout gâcher, sinon. À ce moment-là, Wishi ouvre la porte à son invité. Gaku regarde vers la porte et voit que c'est Musashi, son ancienne rivale aux Olympiades de mathématiques. Il s'avère que Musashi est la fille du député. Elle le reconnaît et est surprise de le voir ici. Gaku informe Wishi qu'il a rencontré sa fille lors du tournoi des Olympiades de mathématiques, mais qu'ils ne se sont pas revus depuis le camp d'entraînement de printemps. En y réfléchissant bien, Gaku se rend compte que cela est tout à fait logique, étant donné qu'ils portent tous deux le même nom de famille. Wishi explique à Musashi que Gaku est l'incroyable chef qui l'a impressionné avec ses pâtes napolitaines. Gaku entend cela et commence à transpirer, ne sachant pas quoi dire, mais Kai lui dit de ne pas être toujours aussi modeste. C'est lui qui a préparé ces délicieuses pâtes ce jour-là, il devrait donc se comporter en conséquence. Kai ne s'attendait toutefois pas à une telle coïncidence, lui et le client venant du même camp d'entraînement pour les Olympiades de mathématiques.
Kai informe Musashi que Gaku prépare ses meilleurs plats en utilisant une approche mathématique. Musashi entend cela et est choquée. Elle regarde Gaku et lui demande si cela signifie qu'il a renoncé à devenir mathématicien. Son père suppose que Musashi serait intéressé par la cuisine préparée à la manière d'un mathématicien. Cependant, elle répond que depuis son enfance, elle a toujours été intéressée par la pensée mathématique de Gaku. La première fois qu'elle a rencontré Gaku, c'était lors d'un concours de mathématiques olympiques. Un jour, elle a pris son courage à deux mains pour aller le voir et lui poser une question. Après avoir fait sa connaissance, elle a été fascinée par sa façon de penser mathématique. À l'époque, elle affirme que Gaku avait des techniques uniques pour résoudre les problèmes, et qu'il semblait vraiment s'amuser en les résolvant. Cependant, elle ne s'intéresse plus à lui. Lorsqu'ils se sont revus après une longue période de séparation, elle a trouvé que sa façon mathématique de penser s'était détériorée au point de devenir ennuyeuse. Elle pense donc que continuer à parler à Gaku n'aurait qu'un effet négatif sur son intelligence. De plus, elle ne s'intéresse pas du tout à la nourriture, elle ne voit donc aucune raison de rester ici. Elle se retourne pour partir, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Kai l'interpelle et lui demande pourquoi elle prétend être une si grande mathématicienne alors qu'elle ne veut même pas goûter à la nourriture préparée selon une approche mathématique. Gaku se rend compte que Kai prend sa défense, alors notre garçon change d'expression et admet que ses paroles l'ont un peu blessé, mais que ce n'est pas grave. Son devoir aujourd'hui est de cuisiner pour elle et de s'assurer que c'est délicieux. Il lui demande de réfléchir une dernière fois à l'idée de goûter son plat. Elle y réfléchit une seconde et finit par accepter, puis elle s'assoit avec son père et on lui dit que le repas lui sera servi dans environ 1 heure. Pendant ce temps, dans la cuisine, Gaku a un peu de mal à choisir les ingrédients à utiliser pour le repas. Bien qu'on lui ait dit qu'il pouvait utiliser tout ce qu'il voulait, les ingrédients ici sont beaucoup trop extravagants et il n'y est pas habitué. Au même moment, Rana se trouve à l'avant de la cuisine et est actuellement en colère contre Otei, le sous-chef, qui arrive toujours en retard au travail, mais Otei se défend en disant qu'il est allé chercher le vin pour le plat qu'il s'apprête à préparer. Le fait que Gaku ait été totalement ignoré lui fait réaliser que Rana avait raison de dire que la cuisine était un champ de bataille. L'ambiance y est si tendue qu'il ne peut même pas poser de questions, mais à ce moment-là, quelque chose de surprenant se produit, Kai propose d'être l'assistant de Gaku. Il estime que Gaku est encore un amateur en matière de préparation des ingrédients, mais il promet de ne pas interférer avec ses idées. Kai dit même qu'il serait prêt à lui expliquer les caractéristiques des ingrédients, car il souhaite simplement le voir donner le meilleur de lui-même. Gaku admet que cela l'aiderait beaucoup. Il prévoit de recréer l'idée culinaire de Rana de tout à l'heure, alors il demande à Kai de lui indiquer la valeur umami de chaque ingrédient. Gaku est surpris de voir Kai commencer à écrire la valeur de chaque ingrédient de mémoire. Kai mentionne qu'il connaît simplement la valeur approximative de chacun d'entre eux. Il a une compréhension générale des caractéristiques des autres ingrédients, qui peuvent facilement être trouvés sur Internet. Une fois qu'il a fini d'écrire, il s'écarte pour montrer le tableau à Gaku et lui dit que le plat préparé par Rana se composait de 2 saveurs umami, l'acide inosinique et l'acide glutamique. Il ajoute à Gaku que s'il combine ces 2 ingrédients, il est convaincu qu'il pourra préparer un plat qui surpassera celui de Rana. Rana entend cela et semble plutôt perplexe, car Kai a omis un détail très important. Kai se retourne vers elle et lui fait signe de ne rien dire. Il s'agit d'un simple test qu'il fait passer à Gaku, mais celui-ci comprend immédiatement et affirme qu'il y a certainement plus de 2 composants umami. Le personnel entend cela et est stupéfait de voir comment il en est arrivé à cette conclusion. Pour obtenir le même effet synergique que le plat de Rana, il faudrait un 3e composant umami, telle est son hypothèse. Pendant ce temps, Musashi jette un œil par la porte pour voir comment Gaku s'en sort dans la cuisine. Kai félicite Gaku d'avoir compris. Kai a volontairement omis de mentionner le 3e composant, car il voulait que Gaku réfléchisse et trouve la réponse par lui-même. S'il n'était pas parvenu à cette conclusion, cela aurait signifié qu'il se contentait de copier la recette de Rana, et dans ce cas, il aurait simplement dit à Gaku de dégager. Cela dit, Rana verse un peu de bouillon d'huître dans une assiette pour que Gaku le goûte. Il en prend une gorgée et s'étouffe presque lorsqu'il se rend compte que la formule qu'il vient de donner pour la recette ne tient pas la route. Rana lui explique qu'il s'agit d'un double piège tendu par Kai. Le bouillon d'huître a été ajouté uniquement pour imiter l'effet de synergie, c'était juste un ajout inutile pour déstabiliser Gaku. Kai prend alors la parole et dit à Gaku que pour un cerveau mathématique, son idée est bonne, mais que son équation ne tient pas la route dans le monde réel. Gaku voit que le temps presse et commence à paniquer. Il a même des flashbacks de cette fois où il s'est étouffé pendant son examen de mathématiques. Musashi observe de loin et, bien qu'elle ne s'y connaisse pas beaucoup en cuisine, elle voit que Gaku est en difficulté, alors elle s'en va en disant qu'elle a terminé. Pendant ce temps, Gaku se concentre sur un ingrédient haut de gamme appelé tilopish. Gaku pense que le tilopish serait la variable manquante dans son équation, et au moment où il dit cela, Kai sourit et dit qu'il vient de trouver la solution. Gaku note la recette à base de tilopish, de pétoncle et de prashido. C'est leur seule chance pour l'instant. Un membre du personnel vient annoncer qu'il est presque l'heure de servir l'accompagnement,
Alors ils travaillent tous aussi vite que possible pour préparer le poisson à queue, et une fois que c'est fait, la serveuse l'apporte au client pour qu'il le déguste. Musashi et son père prennent leur première bouchée du plat et restent instantanément sans voix devant son goût délicieux. Son père commence à s'enthousiasmer car il constate que l'assaisonnement parfait fait ressortir les caractéristiques du poisson à queue. Il n'aurait jamais pensé que cela se marierait si bien avec le prashido. L'ajout de riz au fond était la cerise sur le gâteau, car il lie parfaitement les deux saveurs présentes dans le plat. Ce sentiment est le même que celui qu'il a ressenti lorsqu'il a goûté les pâtes napolitaines, le même sentiment chaleureux et familier. Musashi est encore essoufflée, elle demande à Gaku quel est le nom de ce plat. Il répond, ce plat est connu sous le nom d'okazuke. C'était un plat que le père de Gaku lui préparait souvent quand il était enfant. Cependant, il est surtout préparé lors d'occasions spéciales. Gaku a réalisé que lorsqu'il cuisinait pour des clients, il ne pouvait pas se fier uniquement aux valeurs numériques de l'umami. Il devait se fier à son propre jugement pour obtenir la meilleure saveur possible. Musashi entend cela et est d'accord avec Gaku, affirmant que s'en tenir à des règles et à des valeurs en cuisine ne ferait que rendre le processus rigide, et qu'il faut laisser une certaine marge de manœuvre. Kai intervient alors et dit que la cuisine n'a rien à voir avec l'opinion subjective du chef, mais plutôt avec celle du client. À la fin de la soirée, il raccompagne tous les clients à leur voiture, mais avant leur départ, Gaku apprend que Musashi a laissé son carnet dans le restaurant, et il le lui remet. Elle écarquille immédiatement les yeux de surprise et le lui arrache des mains. Après cela, elle le remercie simplement pour le repas et s'éloigne, le visage impassible. Alors que le député s'éloigne en voiture avec Musashi, il lui dit qu'elle n'aurait pas dû réagir aussi froidement envers Gaku après qu'il lui ait rendu son cahier, car c'était finalement un geste très gentil de sa part. Mais il ignore que Musashi idolâtre Gaku depuis toujours et qu'elle possède une photo d'eux deux ensemble. De retour au restaurant, Gaku se tourne vers Kai et lui demande gentiment de le laisser venir travailler ici après avoir obtenu son diplôme. Le plaisir qu'il éprouvait à résoudre des problèmes mathématiques lui semblait être un souvenir d'enfance abandonné, mais il commence enfin à retrouver ce sentiment. Cependant, Kai se souvient que Gaku rêvait autrefois de devenir mathématicien, alors il lui demande ce qu'il compte faire à ce sujet. Gaku répond qu'il trouvera un moyen de convaincre son père. De plus, il peut entrer à l'université de Tokyo quand il le souhaite, mais c'est le seul endroit où il peut trouver ce genre d'impulsion. Il veut ouvrir les portes de la vérité dans le monde de la cuisine. Cela dit, Kai lui serre la main et accepte sa proposition. Après l'obtention de leur diplôme, les étudiants sont réunis pour une assemblée générale. Gaku est désormais le sujet de conversation de toute l'école. Il a réussi à entrer à l'université de Tokyo, qui est l'université avec le taux d'acceptation le plus bas du pays, mais même après cela, il a immédiatement abandonné ses études. À la fin de l'événement, Aya apprend qu'il a abandonné ses études et lui demande si c'est vraiment ce qu'il veut faire. Aya a obtenu son admission grâce au programme sportif d'une université à l'autre bout du pays. Si jamais il rencontre des difficultés, elle lui dit de ne pas hésiter à l'appeler. Le père de Gaku sait que son fils va se lancer tête baissée dans une voie qu'il n'a jamais empruntée et que cela sera difficile, mais il souhaite avant tout que Gaku poursuive ses rêves. Avant de lui dire au revoir, il lui conseille de faire de son mieux et de ne pas oublier qu'il n'a pas à affronter seul les difficultés, car il a un foyer où il peut revenir quand il le souhaite. Sur ces mots, ils se disent au revoir et Gaku prend la route. Assis dans la voiture, Gaku ne peut s'empêcher de se sentir coupable que son père ait voulu qu'il étudie et obtienne son diplôme à l'université de Tokyo, alors qu'il n'a réussi qu'à être admis. Gaku ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais il espère sincèrement que cela en vaudra la peine. Dans le prochain épisode, Gaku est occupé à griffonner dans son carnet lorsque Kai s'approche soudainement de lui. Cela surprend Gaku, qui commence à saluer Kai et explique qu'il est arrivé il y a même 2 heures parce qu'il est très excité par les plans qu'ils ont aujourd'hui. Kai réalise qu'il est un peu en retard, alors il s'excuse de l'avoir fait attendre. Ce qu'il trouve encore plus intéressant, c'est ce que Gaku écrit dans son carnet. Il explique qu'il fait simplement des calculs basés sur les modèles comportementaux qu'il a remarqués chez les gens à Tokyo. Notre garçon était tellement concentré là-dessus qu'il n'a même pas réalisé qu'il attendait Kai tout ce temps. Néanmoins, il est assez évident que Gaku était vraiment excité de commencer à travailler. Il est prêt à se concentrer et à faire exactement ce qu'on lui dit. Kai apprécie sa motivation, mais lui demande tout de même de se calmer un peu. Gaku a reçu l'ordre de commencer à travailler au restaurant de Kai le lendemain, et pour aujourd'hui, il doit trouver un endroit où il logera. Ils arrivent à un immeuble et montent les escaliers. En chemin, Gaku mentionne que son père est très reconnaissant envers Kai pour lui avoir fourni un logement bon marché à Tokyo. C'est une aide précieuse car il doit commencer à rembourser ses prêts étudiants. Une fois en haut, Gaku regarde autour de lui et est émerveillé par la spaciosité de la pièce. Pour lui, cela ressemble à un casier avec plein de fournitures. Kai lui dit qu'il peut utiliser la cuisine comme il le souhaite. Gaku est soulagé dès qu'il entend cela, car il a failli s'évanouir en entendant les prix des appartements normaux à Tokyo. Il demande si Rana et Otei sont aussi dans l'immeuble, mais il s'avère qu'il s'agit en fait de la maison personnelle de Kai. Il vit seul ici depuis un moment,
et Gaku va être son invité. Kai n'est pas sûr, mais Rana et Otei louent un endroit près du restaurant. Ils entrent tous les deux dans la pièce et voient une fille d'10e allongée sur le lit. Elle s'accroche immédiatement à Kai et se plaint de la façon dont il l'a ignorée après leur aventure de la veille. Kai avait honnêtement oublié qu'ils avaient même utilisé cette pièce la nuit dernière. Il joue la carte de l'indifférence et lui dit de sortir parce que Gaku va emménager. La fille continue de râler sans fin, alors Kai jette simplement ses affaires en bas des escaliers, puis la regarde dans les yeux et lui dit de dégager. Plus tard dans la soirée, Kai se charge personnellement de cuisiner pour Gaku un bol de nouilles napolitaines. Une fois terminé, ils s'assoient tous les deux et Gaku s'excuse de faire cuisiner Kai alors que c'est lui qui est censé faire la cuisine. Il ne veut pas être un fardeau, alors il propose au moins de faire les tâches ménagères, mais Kai lui dit de ne pas s'inquiéter car Nen, la femme de ménage, s'en est déjà occupée. Kai dit à Gaku de ne pas s'inquiéter pour la cuisine ou les tâches ménagères. Ce sur quoi il devrait se concentrer ce soir, c'est de réfléchir à comment il peut grandir en tant que chef en analysant ce repas. Il ajoute également que s'il n'est pas capable de tirer une conclusion précise, alors il sera pratiquement inutile pour lui et sera viré immédiatement. Les nipala et les nouilles étaient le plat qu'il a amené jusqu'ici. Depuis qu'ils se sont rencontrés et que Kai y a goûté, il s'est inspiré et a pu ajouter sa propre touche à sa version. Notre garçon Gaku entend cela et a l'air très surpris. Il prend une bouchée avec sa fourchette et remarque que la couleur n'est pas vraiment rouge foncé. Cependant, il ne sent pas l'arôme fort des tomates. Il goûte les nouilles et commence instantanément à les analyser sous l'angle mathématique. Il pense que les napolitaines qu'il a faites et qui ont été tant louées ne sont rien comparées au chef-d'œuvre que Kai vient de préparer. Gaku n'a d'autre choix que de continuer à creuser. Il doit trouver une explication à pourquoi ces nouilles sont si délicieuses. L'ingrédient secret est le homard. Lorsqu'il entre dans la bouche, Gaku affirme qu'une formule mathématique très complexe est générée. Gaku ouvre grand les yeux en réalisant que même avec sa façon de penser mathématique, aucune des recettes qu'il a jamais utilisées ne pourrait avoir un goût aussi bon. Kai entend cela et affiche un sourire narquois en lui disant que cela signifie que son cerveau est inutile dans ce cas. Kai a toujours voulu qu'il ouvre la porte de la vérité avec la cuisine, c'est pourquoi il a demandé à devenir son bras droit. Le monde de la cuisine est sans égal et sans précédent, donc s'il ne poursuit pas un sentiment de familiarité, il n'a aucune chance de devenir un chef. Sa première tâche est de préparer des repas pour tout le personnel et de s'assurer qu'ils sont satisfaits. Kai ne peut pas le laisser servir les clients n'importe comment, il doit d'abord apprendre les bases. Cette tâche va être un peu délicate car les employés sont naturellement difficiles, donc il va être très dur de les satisfaire. Sa mission est d'obtenir une note passable de tout le monde en l'espace d'une semaine. La plupart des gens à qui Kai a donné cette tâche échouent généralement. Ainsi, si Gaku est incapable de remplir les conditions, Kai le virera sur le champ. Cependant, avant de partir, Kai lui donne un conseil, disant que poursuivre un sentiment de familiarité dans la cuisine ne le mènera pas loin. Bien que Gaku ait naturellement du talent pour la cuisine, il est clair que Kai veut simplement le dévorer. Cela dit, Gaku se ressaisit et affiche un grand sourire, disant qu'il est vraiment excité de mener à bien cette tâche. Cet après-midi-là, Nen donne à Gaku son uniforme de chef, mais il est un peu déçu car il a reçu un uniforme blanc ringard. Alors que la plupart des chefs cool qu'il voit à la télé portent des uniformes noirs. Nen informe Gaku qu'il est toujours un stagiaire ici et que tous les stagiaires doivent porter l'uniforme blanc. Juste à ce moment, Rana entre avec sa poitrine découverte. Elle prévoyait d'utiliser cette pièce pour se changer et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre soit là. Gaku se retourne nerveusement pendant que Rana s'habille. Cela dit, il se dirige vers la cuisine et en chemin, il affirme avec confiance qu'il va préparer un repas délicieux dès le début et obtenir l'approbation de tous. Peu après, il arrive à la cuisine. Il regarde autour de lui et commence lentement à être intimidé en voyant tant de chefs talentueux dans la même pièce que lui. Il réfléchit pendant quelques secondes et rassemble son courage pour se présenter à eux, disant qu'il sera sous leur responsabilité pour la semaine à venir. Un des chefs veut tester les capacités de Gaku, alors il lui donne des pommes de terre et lui dit de les couper en dés et en brunoise. Gaku réussit à le faire parfaitement, alors le chef lui tape dans le dos. Il pourrait être capable après tout. Il regarde derrière lui et voit un géant étranger le fixer. Maintenant qu'il y pense, il semble y avoir beaucoup de personnel étranger dans la cuisine. Ils viennent du monde entier pour apprendre dans cette cuisine. Les chefs ont maintenant confirmé que Gaku sera utile ici. Puis ils s'en vont en disant qu'ils vont bien l'utiliser. Avant de partir, ils leur demandent leur nom, mais ils répondent de manière choquante, disant qu'il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent leur nom. Juste à ce moment, Kai entre et les informe que le restaurant est complet pour le déjeuner. Il les exhorte à travailler aussi rapidement et efficacement que possible. Gaku regarde les chefs travailler à grande vitesse à l'unisson et est surpris. Le chef qui l'a félicité plus tôt a fini par jeter ses tranches de pommes de terre à la poubelle parce qu'elles n'étaient pas toutes de la même taille. Il s'avère que Gaku a initialement réussi à les couper parfaitement, mais avec le temps, il a commencé à paniquer un peu et a fini par tout gâcher. Le chef lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il peut simplement faire ses valises et rentrer chez lui.
Gaku est si faible qu'il trébuche et tombe, faisant tomber le plat avec lui. Les autres chefs ne font pas attention à lui, ils continuent à cuisiner pendant que Gaku reste par terre, embarrassé. Il sort pour prendre l'air et se sent vraiment gêné. Outre les compétences et l'aptitude, son principal problème est le manque de vitesse et d'endurance. Il manque de physique en général. Une cuisine de combat comme celle-ci existe pour les clients et nécessite une vitesse qui peut suivre. Il n'a passé son temps qu'à étudier les mathématiques, donc il n'a aucune confiance en son endurance. Juste à ce moment, il se souvient que Kai a promis de le virer instantanément si quelque chose comme ça devait arriver. Notre garçon est immédiatement motivé, réalisant que bien que l'endurance et la vitesse soient importantes, ce sont les compétences culinaires qui comptent le plus. Kai a dit que le repas du personnel qu'il prépare serait la base. Il estime qu'il est normal de ne pas pouvoir suivre le rythme de tout le monde au début. Juste à ce moment, Nen surprend Gaku et son estomac gronge. Elle lui dit que le rush du déjeuner est terminé depuis un moment, donc il est temps pour lui de préparer le repas du personnel. Elle le regarde et voit qu'il a encore du mal à marcher, alors elle lui demande si cela signifie qu'il sera incapable de préparer un repas qui les satisfera. Gaku commence à transpirer. Honnêtement, le travail en cuisine est déjà épuisant pour lui. Il pense qu'il serait très bénéfique pour lui d'observer comment le personnel prépare la nourriture. Si possible, il aimerait même goûter les restes pour au moins savoir à quoi ressemble le restaurant. C'est la tâche qui déterminera son avenir au restaurant, donc il sait qu'il ne peut pas se permettre d'être négligent. Nen voit que cette tâche sera trop difficile pour lui, alors elle lui conseille simplement de laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Ce conseil donne une révélation à Gaku. Il fait irruption dans la cuisine et s'apprête à préparer le repas du personnel. Avant de commencer, Nen lui conseille que la règle pour les repas du personnel est que les ingrédients et les ressources peuvent être utilisés librement et sans restriction. Ce qui signifie que tant qu'il peut préparer le meilleur repas du personnel, il peut utiliser autant de ressources qu'il le souhaite, quel qu'en soit le coût. Cependant, Gaku ne pense pas qu'il aura besoin d'utiliser des ingrédients coûteux. Il pense que les restes de pommes de terre, carottes et cornets de bif devraient suffire. Il demande ensuite à l'un des chefs de l'aider avec les ingrédients qu'il n'a pas utilisés pour son plat. Le chef regarde le processus de cuisson de Gaku et est choqué de voir qu'il utilise les morceaux de pommes de terre restants de tout à l'heure. Gaku prévoit de travailler à l'envers à partir du produit fini et de préparer un repas délicieux avec ce qu'on lui a donné. Rana le regarde cuisiner et voit les ingrédients qu'il utilise pour le repas du personnel. Cela semble être un repas du personnel très ordinaire, mais connaissant Gaku, elle s'attend à ce qu'il prépare un plat vraiment inattendu. Peu après, Gaku a terminé la nourriture et elle a été servie au personnel. C'est le repas qui déterminera s'il pourra rejoindre le restaurant ou non. Il le regarde et ricane, disant que cela ressemble à un ragoût de pommes de terre et de viande très banal, mais immédiatement après, ils arrêtent de le critiquer en réalisant que l'arôme qui en émane est à un autre niveau. Gaku rassemble son courage et les exhorte tous à essayer. Kai regarde de loin et a hâte de connaître leur décision. Le personnel goûte le plat, et tous sont d'accord, il est vraiment délicieux. Rana dit que ce n'est pas seulement l'assaisonnement, la texture riche de la soupe rehausse la saveur du bœuf et des pommes de terre. Otei ajoute que la sauce soja est un autre facteur clé, disant qu'il n'y a rien de plus appétissant que l'arôme de la sauce soja grillée. Otei demande à Rana son avis sur ce point, et elle dit qu'elle a tout vu pendant que Gaku cuisinait. En préparant le repas, Gaku a ajouté du sel juste au bon moment, d'abord, quand il a commencé à faire sauter les pommes de terre, les carottes et les oignons, ensuite, il n'a plus fait sauter les légumes. Juste après avoir goûté le plat de Gaku, un autre membre du personnel s'apprête à faire une analyse détaillée des ingrédients utilisés et de la méthode de préparation. Il commence par dire que le repas contient moins de 1% de sel. Gaku a attendu que les légumes soient déshydratés par le sel, et une fois qu'ils l'ont été, les saveurs ont imprégné les légumes. Le processus de mijotage est ce qui a fait ressortir sa saveur grillée, et ne pas faire sauter les légumes était la méthode de cuisson la plus efficace pour ce plat. Otei ajoute que l'épaisseur de la soupe est due au fait que de petites pommes de terre sont mixées dans la soupe, ce qui lui donne une texture épaisse et lisse. Gaku éclate de joie et dit au personnel que leur analyse détaillée était exacte à 100%. Il est heureux d'être entouré de personnes qui comprennent réellement la théorie de la cuisine. Cela dit, Otei demande à Gaku pourquoi il a choisi de préparer de la viande et des pommes de terre parmi tous les plats. La technique qu'il a utilisée aurait pu être appliquée à d'autres plats, et cette pensée amène Otei à supposer que Gaku voulait surprendre tout le monde en le préparant. Gaku leur dit qu'il a choisi ce plat simplement parce que c'est le plus nourrissant. Le personnel entend cela et reste sans voix. Lorsque Gaku est arrivé, il a été surpris par la rapidité du rythme de la cuisine. Il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps s'il continuait comme ça, mais c'est à ce moment-là que Nana lui a dit qu'il n'était pas le seul à être fatigué, tout le personnel du restaurant serait épuisé, ce qui signifie que tous ceux qui devaient manger le repas du personnel seraient épuisés. Bien que des ingrédients de haute qualité soient à sa disposition, Gaku voulait quand même préparer un plat qui rappelle la maison. C'est pourquoi il a décidé de préparer le symbole traditionnel du plat fait maison, le ragoût de pommes de terre et de viande.
Il a trouvé la réponse pour rendre ce plat délicieux. Tout ce qu'il avait à faire était de travailler à l'envers pour faire ressortir la saveur cachée du ragoût de pommes de terre et de viande, un plat dont il était certain qu'il réchaufferait le cœur de tout le monde. Environ 10 minutes plus tard, Nen se tient devant le personnel et leur dit qu'il est temps de commencer à voter pour le repas de Gaku aujourd'hui. Gaku sourit, s'attendant à ce que ce soit un passage facile pour lui, mais parmi tous les gens présents, seulement 2 personnes finissent par voter pour lui, ce qui signifie que Gaku a échoué. Gaku est dans une incrédulité totale. Kai se tient derrière et lui rappelle qu'il n'a qu'une semaine pour faire ses preuves, sinon il est viré. Otei s'approche de Gaku et lui dit qu'il n'était pas nécessaire de préparer un repas nourrissant car personne ne l'avait demandé. Otei considère le monde de la cuisine comme n'étant rien d'autre qu'une zone de guerre brutale. En tant que chef, ils n'ont pas besoin de la nourriture des repas faits maison, ils ont soif d'inspiration et d'indices dans le repas du personnel. Otei estime que le style de cuisine de Gaku ne sera jamais utile sur la ligne de front du monde culinaire, alors il dit que Gaku ne sera jamais fait pour être un chef. Avant de partir, Gaku l'appelle et admet que son plat n'a pas ce qu'il recherche, mais tout le monde a dit que c'était délicieux. Il pense que ça devrait aller tant que la nourriture est délicieuse. Otei entend cela de la part de Gaku et est déçu par sa façon de penser mathématique. Avant de ressortir, il dit à Gaku que sa première erreur était de choisir un plat si simple pour l'évaluation. 5 jours après cela, Gaku était dans un état de confusion. Il ne savait pas quoi faire d'autre à ce stade. Il a utilisé des ingrédients de haute qualité comme demandé, mais chaque fois, il lui disait que ce n'était pas assez bon et jetait tout à la poubelle. En plus de cela, il y a beaucoup de travail auquel il n'est pas habitué, alors il n'arrêtait pas de faire des erreurs et de se faire crier dessus par Otei. Il ne reste que 2 jours à Gaku, son temps est compté. Juste à ce moment, il reçoit un message de son père. Il remonte la conversation et réalise qu'il a été tellement occupé par le restaurant qu'il n'a même pas pu répondre à son père à chaque fois qu'il envoyait un message. Gaku lit les messages réconfortants et commence à se sentir un peu mal à l'aise. Et s'il finissait par le décevoir après tout ça? Gaku entend alors une voix familière l'appeler. Il lève les yeux et voit que c'est son vieux copain, Wumi. On dirait qu'elle a eu un petit accident et doit utiliser des béquilles pour le moment. Elle est venue jusqu'ici pour chercher Gaku puisqu'elle avait entendu que son restaurant était dans les environs, mais elle ne s'attendait pas à le trouver. Elle l'accuse de paresser, mais Gaku lui dit que le restaurant est fermé pour le moment, il n'ouvre que le mercredi soir. Ils s'assoient tous les deux sur le banc, où elle raconte à Gaku comment sa vie s'est passée depuis la remise des diplômes. Elle s'entraîne depuis mars, mais tous ses concurrents ont plusieurs longueurs d'avance sur elle. Dès le premier jour, elle s'est sentie sans espoir à cause de la différence de niveau, mais la natation est la seule chose qu'elle sait faire, alors elle a continué à s'entraîner jusqu'à ce que son corps ne suive plus. Elle a fini par se déchirer gravement le ménisque. Elle devrait être de retour après 2 mois de guérison, mais en attendant, elle doit utiliser ses béquilles pour se déplacer. Cela dit, Wumi avait le pressentiment qu'elle pourrait tomber sur Gaku, alors elle lui a préparé un déjeuner à l'avance. Avec sa blessure, elle n'avait littéralement rien de mieux à faire, alors elle a commencé à cuisiner. Gaku la remercie pour la nourriture et y goûte. La saveur incroyable le surprend, et Wumi voit qu'il reconnaît le goût. Ce plat est un plat local appelé miso. Sa grand-mère lui en a donné quand elle est venue pour la première fois à Tokyo, alors elle a pensé en préparer pour Gaku. Gaku se sent tellement rassurée par le goût de la nourriture. Wumi se sent aussi rassurée parce que c'est un goût auquel elle est habituée depuis sa naissance, mais Wumi se met soudainement à pleurer en se remémorant son passé. Au début, Gaku est déconcerté, mais il réalise plus tard en se remémorant son père. Il attrape Wumi et la regarde dans les yeux. Wumi est instantanément timide parce qu'elle pense que Gaku s'apprête à l'embrasser, mais au lieu de cela, il lui demande pourquoi elle pleure. C'est à ce moment-là que ça lui frappe l'esprit, il réalise enfin le secret pour faire un plat qui impressionnerait le personnel. Wumi voit que Gaku vient d'avoir de l'inspiration, alors elle lui dit qu'il peut aller au restaurant et concrétiser son idée. Gaku demande s'il peut emporter la boîte à lunch au restaurant, et Wumi accepte. Il part ensuite en courant tout en remerciant Wumi pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Plus tard dans la soirée, le personnel parle de Gaku et du fait qu'il n'a plus que 2 jours pour faire ses preuves. Comme c'est Kai qui l'a recommandé, ils étaient honnêtement assez excités, mais maintenant qu'ils ont rencontré Gaku, ils le trouvent un peu décevant, mais Rana croit toujours qu'il s'en sortira. Les autres s'attendent même à ce qu'il soit trop frustré pour revenir travailler, mais ils ouvrent la porte de la cuisine et sont surpris de voir que Gaku est arrivé beaucoup plus tôt qu'eux. Otei s'approche de Gaku et voit qu'il utilise des théories et des formules mathématiques pour planifier le rush du dîner de ce soir. Comme d'habitude, le restaurant est complet, alors le personnel commence à travailler à un rythme maximum. Ife et les autres remarquent rapidement que Gaku n'est plus aussi lent dans la cuisine qu'avant, il est beaucoup plus rapide et efficace dans ses tâches. Otei jette un coup d'œil au cahier de Gaku et voit que c'est son modèle mathématique qui l'aide à se déplacer aussi librement. À ce stade, Gaku réalise que le premier jour, il était surpris par le rythme rapide de tout le monde dans la cuisine. Par habitude, il voulait trouver une formule et un modèle dans les mouvements du personnel,
et c'était sa plus grande erreur. Il réalise qu'il ne peut pas se concentrer uniquement sur les mouvements du personnel, il doit aussi observer le mouvement du plat, puis le recapturer avec des coordonnées polaires. S'il maîtrise ce mouvement, il est certain qu'il sera en avance sur tout le monde ici. Otei voit à quel point ces mouvements sont rapides et n'en croit pas ses yeux, mais tous ces mouvements rapides affectent vraiment le corps de Gaku, il commence à ralentir à nouveau. Il marche un moment et glisse presque, mais Otei le rattrape, admettant qu'il a vraiment dépassé ses attentes aujourd'hui. Cependant, son conseil à Gaku est de laisser son corps apprendre à se battre et ne pas compter uniquement sur les données. Gaku admet que ce que dit Otei est vrai, cependant, il pense qu'il ira bien tant qu'il aura ces données. Otei entend cela et frissonne de choc. Gaku demande à Otei de lui donner un peu plus de temps pour entraîner ses mouvements. Il pense qu'améliorer l'efficacité de la cuisine est quelque chose qui vaut la peine d'être examiné. À la fin de la soirée, l'heure du dîner est terminée, donc tous les clients sont rentrés chez eux, et tout le personnel est impatient de découvrir ce que Gaku va préparer pour le repas du personnel. Que Gaku comprenne la théorie, c'est bien, mais ce qui détermine son avenir au restaurant, c'est le repas du personnel. Otei admet que le ragoût de pommes de terre et de viande qu'il a préparé le premier jour était un plat vraiment délicieux, mais il a quand même échoué parce qu'il n'a pas obtenu l'approbation de tous. Otei rappelle à Gaku qu'aujourd'hui et demain sont ses dernières chances de faire ses preuves. Cependant, Gaku a tellement confiance en lui qu'il dit qu'il n'a même pas besoin de demain. Kai entend cela et est curieux de savoir d'où Gaku tire sa confiance, alors il lui demande quel sera le thème du repas d'aujourd'hui. Gaku répond hardiment que le thème sera la nostalgie. Tout le monde frissonne de choc au moment où ils entendent cela. Entendre cela excite Kai, alors il dit qu'il veut regarder le processus de fabrication du plat par Gaku. Cependant, il veut être le seul à observer aux côtés de Gaku. Kai se souvient que Gaku a dit qu'il n'aurait même pas besoin de la chance de demain, alors il lui dit que s'il ne réussit pas aujourd'hui, ce sera son dernier jour dans cette cuisine. Dehors, les autres chefs parlent de Gaku et sentent qu'il a réalisé pourquoi le ragoût de pommes de terre et de viande du premier jour n'a pas obtenu l'approbation de tous. Le fait qu'il ait parlé de nostalgie ne fait que le prouver. Pendant ce temps, Gaku a commencé à préparer son plat pendant que Kai regarde. En cuisinant, Gaku reconnaît que jusqu'à présent, il n'a jamais regardé les gens de près. Il y a beaucoup d'étrangers parmi le personnel, donc il n'a jamais considéré la nourriture typique de leur ville natale. Au lieu de cela, il avait précédemment choisi de préparer des plats japonais génériques. Kai entend cela et applaudit Gaku d'avoir enfin compris. Pour devenir un bon chef, il doit se débarrasser de la vision subjective japonaise. Pour que Gaku réussisse aujourd'hui, il doit éviter la nourriture en soupe de chaque pays, mais doit aussi faire un plat que le personnel étranger peut accepter et finir. Ayant cela à l'esprit, Kai est curieux de savoir quel type d'ingrédients Gaku utilisera pour son repas. Gaku lui montre le bol d'ingrédients, et Kai crie d'excitation pure. Environ 30 minutes plus tard, les plats ont été dressés et servis au personnel. Le personnel examine l'assiette attentivement et n'est pas capable de l'identifier immédiatement. Cependant, l'arôme attire rapidement leur attention. Otei est le premier à attaquer son assiette, et les autres suivent peu après lui. Ils en prennent une bouchée et sont dans une incrédulité totale face à son délicieux goût. Le filet de bœuf trempé dans la purée de légumes fait la combinaison parfaite, mais après un petit moment, il réalise qu'il y a aussi de la pomme de terre dans le plat, ce qui signifie que Gaku a une fois de plus fait un ragoût de pommes de terre et de viande. L'instant d'après, un membre du personnel prend une bouchée du plat de Gaku, et ses yeux s'écarquillent de surprise, même si ce n'est rien de plus qu'un simple ragoût de pommes de terre et de viande, le goût convient parfaitement à son palais, même en tant que Chinois qui a utilisé les saveurs de son propre pays. Un autre membre du personnel prend rapidement la parole aussi, disant que ce qu'elle trouve incroyable, c'est comment le filet de bœuf fond complètement dans sa bouche, libérant une saveur profonde et concentrée d'oignons et de sauce soja. Gaku confirme leurs observations, expliquant qu'il a laissé le filet de bœuf s'imprégner pleinement de l'essence du ragoût de pommes de terre et de viande. D'abord, il a préparé un bouillon fait avec de la bonite séchée et du varech. Ensuite, il a laissé le bœuf mijoter lentement avec de la sauce soja et du mirin pour qu'il absorbe la richesse du ragoût. À ce moment-là, Kai commence à expliquer plus en détail. Il dit que dans le ragoût de viande et de pommes de terre à la japonaise, chaque ingrédient peut généralement être mangé tel quel, mais lorsque le plat est préparé à l'étranger, il existe d'autres moyens de faire ressortir la saveur. Par exemple, vous pouvez infuser le goût directement dans la viande dès le début, vous placez la viande dans un sac sous vide, versez le bouillon pour mariner, puis chauffez le sac dans de l'eau chaude réglée précisément à 56 degrés Celsius. Gaku ajoute à cette explication, soulignant que parce qu'il a utilisé du filet, la saveur du bouillon a pu pénétrer la viande uniformément. La texture du filet lui permet d'aspirer l'air et facilite l'absorption complète du bouillon. Kai mentionne également que Gaku avait initialement prévu d'utiliser un thermomètre pour mesurer soigneusement la température, mais il lui a dit qu'ils avaient déjà une machine à bain-marie, alors il l'a laissé l'utiliser à la place. En entendant cela, Otei est incrédule. Il réalise que le filet de bœuf n'est pas seulement juteux,
mais qu'il porte aussi la saveur imistakable du ragoût de pommes de terre et de viande. Naine est d'accord, disant que le fort arôme de pommes de terre grillées stimule instantanément son odorat. Otei remarque qu'il y a des morceaux noirs et gris dans le plat et reconnaît rapidement qu'il s'agit de légumes carbonisés, alors il demande comment ils ont été préparés. Pour répondre, Kai révèle une pomme de terre complètement brûlée noire, expliquant que cela faisait partie du processus de Gaku. Gaku précise, disant que le meilleur assaisonnement pour les pommes de terre est en fait l'arôme fumé du carbonisé. D'abord, il grille les pommes de terre jusqu'à ce que les peaux soient complètement noircies. Ensuite, il ajoute du bouillon et du lait, les laissant mijoter ensemble. Une fois les pommes de terre ramollies, il les écrase directement avec la peau noircie, leur donnant une profondeur de saveur unique. Un membre du personnel crie de choc, disant que cette méthode semble scandaleuse. Pourtant, en même temps, il ne peut nier à quel point les pommes de terre sont délicieuses. Kai explique ensuite que la plupart des chefs ordinaires, en cuisinant pour des étrangers, essaieraient de préparer quelque chose de proche de la saveur locale de chaque pays, mais Gaku est différent. Au lieu de faire des compromis, il a poussé pour que tout le monde expérimente la véritable essence du ragoût de viande et de pommes de terre japonais dans sa forme la plus complète. En entendant cela, le personnel tremble de choc. Après cela, Gaku admet que lorsqu'il a goûté pour la première fois les napolitains de Kai, il a été submergé par la différence de compétences. Il ne pouvait pas le comprendre au début. Les napolitains que Kai avait servis au président et à ses invités avaient été conçus pour recréer le goût nostalgique dont ils se souvenaient avec tendresse de leur enfance, c'est pourquoi ils avaient été si profondément impressionnés, cela faisait ressortir des souvenirs personnels. Mais les napolitains que Kai a servis à Gaku plus tard étaient différents, cela n'avait rien à voir avec la nostalgie. C'était simplement un plat universellement délicieux que n'importe qui, n'importe où dans le monde, pourrait trouver attrayant. Gaku continue, disant que le ragoût de pommes de terre et de viande ne devrait pas non plus reposer uniquement sur la nostalgie. S'il existe une méthode de cuisson qui peut vraiment maximiser son potentiel, alors il pourrait très bien devenir un plat digne d'être reconnu sur la scène mondiale. Il croit que le ragoût de pommes de terre et de viande a ce niveau de puissance, et c'est pourquoi il veut que ce soit la clé de la victoire. Son vrai but était de montrer à un étranger à quel point le ragoût de pommes de terre et de viande japonais peut être incroyable. En entendant cela, Otei et les autres membres du personnel restent sans voix, mais l'instant d'après, l'ambiance change de manière inattendue. Le personnel dit soudainement qu'il n'est en fait pas du tout impressionné, lui disant qu'il a complètement faux et a utilisé la mauvaise combinaison de saveurs. Gaku est stupéfait et ne peut pas croire ce qu'il entend, son visage montrant une incrédulité totale. Mais juste après, tout le personnel éclate de rire ensemble, révélant qu'il lui faisait juste une blague. La blague révélée, le personnel décide enfin de partager leurs noms, se présentant un par un. Ensuite, Otei s'approche personnellement de Gaku, lui tend une veste de personnel officiel et le remercie sincèrement de lui avoir fait goûter le meilleur ragoût de pommes de terre et de viande qu'il ait jamais eu. Le reste du personnel se joint à eux, le félicitant chaleureusement. Pendant ce temps, Kai regarde tranquillement Gaku, fier. Au début, Gaku ne comptait que sur sa façon de penser mathématique, mais maintenant, il a grandi et a appris à étudier les gens en profondeur, en prêtant attention à leur comportement et à leurs sentiments. Cette compétence s'appelle l'anthropologie. Kai se souvient d'un chef nommé Yona qui a autrefois obtenu 3 étoiles Michelin. Comme Gaku, Yona avait aussi une formation en mathématiques, mais son cahier ne contenait pas que des recettes, il contenait aussi des études détaillées sur l'évolution du goût humain, ainsi que des croquis d'ingrédients naturels. Afin de créer le plat idéal, il a étudié toutes sortes de connaissances disponibles, et à la base de tout se trouvait la façon de penser mathématique. Kai se demande tranquillement si Gaku a le même genre de potentiel ou s'il pourrait un jour devenir quelqu'un d'aussi grand. Le lendemain, Gaku décide de rendre visite à Umi chez elle. Il lui apporte un repas fait maison en cadeau de remerciement pour les conseils qu'elle lui avait donnés plus tôt. Il croit honnêtement que c'est seulement grâce à ces conseils qu'il a réussi à être embauché au restaurant. Umi est ravie en entendant cela, et avec un sourire joyeux, elle suggère qu'ils sortent et mangent le repas ensemble dans le parc. Pendant ce temps, dans un petit bar local, une scène étrange se déroule. Plusieurs clients deviennent de plus en plus mal à l'aise à cause d'un homme étrange portant des lunettes. Il lance des fléchettes sur la cible depuis des heures, répétant la même posture et atteignant sa cible avec une précision étrange à chaque fois. Après quelques lancers, il retourne calmement à sa table, ouvre un cahier et enregistre une série de chiffres. Les clients chuchotent entre eux, se demandant qui pourrait être cet homme étrange et quelle est son histoire. Au même moment, Umi vient de terminer son entraînement de natation quotidien. Alors qu'elle range ses affaires, son téléphone sonne. C'est Gaku qui appelle. Il s'excuse immédiatement de ne pas l'avoir contacté plus souvent, expliquant qu'il a été incroyablement occupé à travailler au restaurant depuis qu'il a été embauché. Curieuse, Umi demande s'il fait toujours les repas du personnel. Gaku lui raconte avec joie comment il a récemment fait un omuris surmonté d'une belle couche d'œufs moelleuses. Comme il s'y attendait, le personnel l'a encore plus apprécié que le ragoût de pommes de terre et de viande qu'il avait préparé plus tôt. Même Otei, difficile à impressionner, l'a félicité,
disant que Gaku s'améliore de jour en jour. Entendre cela remplit Gaku de joie parce qu'il sent enfin que son travail acharné commence à porter ses fruits. Plus tard dans la nuit, Inu prend Gaku à part pour une discussion privée d'homme à homme. Avec un visage sérieux, il avoue qu'il a commencé à développer des sentiments pour Rana. Il demande à Gaku d'utiliser sa façon de penser mathématique pour l'aider à comprendre comment il peut augmenter ses chances de sortir avec une femme plus âgée comme elle. Gaku réfléchit un moment puis explique le concept de la théorie de l'arrêt optimal. Selon son raisonnement, les chances de sortir avec elle d'Inu augmenteront en fait s'il s'abstient de sortir avec elle pour le moment. En entendant cela, Inu ne se concentre même pas sur les détails, il est juste ravi qu'il y ait encore de l'espoir. Ravi, il serre Gaku fort dans ses bras et célèbre bruyamment. Le bruit est si intense que Wang finit par les entendre et crie après eux deux pour qu'ils arrêtent. À ce stade, Gaku commence à réaliser quelque chose d'important. Après cette première semaine de désespoir écrasant à son arrivée, il a lentement commencé à s'améliorer et à grandir. Pourtant, même ainsi, il sent qu'il devrait continuer à laisser Kai le pousser plus fort. Le problème est que Kai refuse toujours de le laisser cuisiner pour de vrais clients. Pour l'instant, tout ce que fait Gaku, c'est aider les autres chefs dans la cuisine et continuer à préparer des repas uniquement pour le personnel. Pour lui, cette situation ressemble exactement à ce qu'il a vécu quand il poursuivait les mathématiques, coincé dans la même position, incapable d'avancer. L'histoire revient ensuite au présent, où Gaku était encore au téléphone avec Wumi. Avec un visage légèrement fatigué, presque somnole, il lui avoue qu'il se sent toujours comme une personne inutile. Il lui dit qu'il finira probablement par n'être qu'un apprenti chef pour le reste de sa vie. Mais juste après avoir dit cela, il s'endort au milieu de la conversation, tenant toujours le téléphone. De l'autre côté, Wumi soupire de frustration, agacé qu'il se soit endormi avant même qu'elle ait eu la chance de lui dire ce qu'elle voulait lui dire. Pendant ce temps, dans le rêve de Gaku, Kai apparaît soudainement derrière lui. Il dit à Gaku qu'il va enfin le laisser cuisiner pour de vrais clients. Le visage de Gaku s'illumine d'excitation en entendant cela, mais son expression change rapidement au moment où il voit qui est le client. Assise en face de lui se trouve Musashi. Elle commence immédiatement à lui faire la leçon, disant que servir le bon plat au bon client est absolument crucial. Servir le mauvais plat, prévient-elle, pourrait même finir par ruiner la vie de cette personne. Elle poursuit sa leçon, expliquant que pour vraiment tester la valeur de sa cuisine dans le monde professionnel, Gaku devrait imaginer servir la personne qu'il a le moins envie d'affronter. Comme pour prouver son point, la porte s'ouvre et Hirose, un des anciens rivaux de Gaku de l'époque des mathématiques, entre. Musashi regarde Gaku avec un regard froid et mort dans les yeux, exigeant qu'il serve Hirose. La vue de Hirose fait dériver l'esprit de Gaku vers son enfance lorsqu'ils étaient tous les deux au camp des Olympiades de mathématiques. Il se souvient comment Hirose lui parlait toujours de haut, insistant encore et encore sur le fait que Gaku ne deviendrait jamais mathématicien. Ses souvenirs s'enfoncent profondément, et maintenant dans cette rencontre onirique, ils reviennent tous en force. Hirose commence à marcher lentement vers Gaku dans le rêve, ses pas délibérés et lourds. Mais juste avant qu'il ne puisse trop s'approcher, Kai apparaît, essayant de réveiller Gaku de son cauchemar. Même ainsi, Gaku ne se réveille pas, son corps se tordant encore d'inconfort. Rana remarque cela et suggère de lui apporter de l'eau pour l'aider, mais Kai lui dit calmement que tout va bien et qu'elle peut y aller maintenant, laissant les choses entre ses mains. Plus tard dans la nuit, Gaku se réveille enfin. La première chose qu'il voit est Kai toujours là dans le restaurant, assis à proximité. Gêné, Gaku se gratte au courlis la tête, réalisant qu'il a dû gémir dans son sommeil. Il marmonne qu'il faisait juste un rêve étrange. Essayant de secouer la gêne, Gaku remarque que Kai est occupé à cuisiner quelque chose. Curieux, il demande si Kai cuisine pour lui, et Kai confirme que oui. Quelques minutes plus tard, Kai pose une assiette fumante d'œufs sur du riz devant lui. Au moment où Gaku la voit, il reconnaît immédiatement qu'elle est basée sur le repas du personnel qu'il avait préparé plus tôt dans la journée. Il en prend une bouchée et instantanément ses yeux s'écarquillent de choc devant son goût délicieux, la différence est écrasante. Kai explique qu'il y a deux principales façons dont il a élevé le plat par rapport à celui que Gaku avait fait. La première est l'arôme. En préparant le repas, Kai a ajouté des truffes blanches finement râpées, qui libèrent un parfum enivrant qui transforme complètement l'expérience. La seconde est la texture. Kai explique que la sensation en bouche parfaite est atteinte lorsque le riz et les œufs se mélangent parfaitement en une bouchée lisse. Gaku mange plusieurs autres bouchées et réalise sans aucun doute que ce repas est à un niveau complètement différent de sa propre tentative. Les truffes blanches, souligne Kai, sont l'un des ingrédients clés ici. Il note que Gaku les utilise rarement, ou tout autre ingrédient de haute qualité d'ailleurs, alors il demande si ce choix vient de la personnalité de Gaku ou de sa façon de penser. Kai lui dit alors quelque chose d'important, s'il veut vraiment faire de la nourriture délicieuse de manière constante, il doit être prêt à utiliser n'importe quel ingrédient disponible, peu importe sa rareté, son coût ou son infamiliarité. Rien ne devrait être interdit. Puis, avec une étincelle soudaine espiègle, Kai se penche plus près et demande à Gaku, à moitié en plaisantant mais à moitié sérieux,
De qui exactement il rêve qui le fait gémir dans son sommeil? Gaku nie rapidement toute signification étrange derrière cela, insistant sur le fait que ce n'est pas ce que Kai pense. Il explique que son rêve concernait quelqu'un d'autre, son rival, un homme nommé Hirose. Quand Gaku était enfant, son plus grand souhait était de devenir mathématicien et de défier le monde de la vérité grâce aux chiffres, mais la personne qui a brisé ce rêve n'était autre que Hirose. Gaku se souvient de l'Olympiade de mathématiques où il n'a pas réussi à se qualifier. Lors de cette même compétition, Hirose non seulement est arrivé premier, mais a ensuite remporté la médaille d'or en tant que représentant officiel du Japon. Kai écoute, mais il ne comprend pas tout à fait le poids de ce que dit Gaku, alors il l'interrompt et lui dit d'aller straight to the point. Prenant une profonde inspiration, Gaku explique plus loin. À cette époque, lui, Hirose et Musashi étudiaient souvent les mathématiques ensemble, parlant tard dans la nuit et discutant de théories sans fin. Mais à partir du collège, Hirose a commencé à se démarquer de plus en plus, il a tellement devancé que même tenir une conversation avec lui est devenu inconfortable. Cela ressemblait moins à parler à un ami et plus à faire face à un reflet parfait du moi que Gaku aurait aimé être. Comparé à Hirose, dit Gaku avec amertume, il se sentait comme rien de plus qu'une collection fragile de faiblesses, se tenant dans l'ombre de quelqu'un qui incarnait tout ce qui lui manquait. Après avoir terminé son histoire, Gaku regarde Kai et demande soudain s'il a des amis comme ça, des amis qui sont des rivaux mais encore proches d'une certaine manière. Gaku admet qu'il ne saurait vraiment pas, puisque Kai ne parle presque jamais de lui-même ou de son propre passé. La question fait pause et réfléchir à Kai. Pour la première fois, son esprit dérive vers sa jeunesse. Après un moment, il dit à Gaku qu'il pensait autrefois avoir ce genre d'amis, mais il explique bluntly qu'il les a vaincus il y a longtemps, et c'est précisément pourquoi il se tient où il est aujourd'hui. Kai marche alors directement vers Gaku et expose les choses clairement. La raison pour laquelle il n'a jamais laissé Gaku servir de la nourriture aux clients, dit-il, est que les mathématiques sont la seule vraie arme de Gaku, et pourtant il ne l'a pas vraiment maîtrisée. Si Gaku ne peut pas surmonter cette faiblesse, dit Kai fermement, il ne lui permettra jamais de se tenir devant les clients. Il explique qu'il connaît bien le type de Gaku, quelqu'un qui ne brille vraiment que lorsqu'il se tient sur scène, face directement aux autres. Pour cette raison, Kai pense que la meilleure méthode d'entraînement pour lui est de cuisiner pour quelqu'un dont il a vraiment peur. Cependant, ajoute-t-il froidement, il ne peut pas simplement inviter des gens uniquement pour le bénéfice de Gaku. En réponse, Gaku révèle enfin la vérité, la personne qu'il craint le plus n'est autre qu'Ishitaru Hirose. Au son de ce nom, Kai frissonne visiblement, son expression changeant sous le choc. Presque immédiatement, il presse Gaku pour plus de détails et demande si ce Hirose a remporté des prix récemment. Gaku y réfléchit et se souvient soudainement, oui, Hirose vient de recevoir le prestigieux prix Masami Kozono. En entendant cela, Kai sort rapidement un journal et le fourre dans les mains de Gaku. Il pointe du doigt le titre et explique que le restaurant a en fait été demandé pour assurer le catering de la même cérémonie de remise de prix. Les yeux de Kai scintillent d'intensité alors qu'il se penche près de Gaku, un regard sauvage s'étalant sur son visage. Il lui dit que cela signifie que lui et son rival Hirose seront au même endroit. Avec une certitude absolue, Kai déclare que cela ne peut pas être une coïncidence, cela doit être le destin. Il dit à Gaku que ce jour-là, ce sera lui qui servira la nourriture. Pendant ce temps, loin de là, Musashi reçoit un appel téléphonique. À l'autre bout se trouve Hirose lui-même, lui demandant des nouvelles de Gaku et de ce qu'il a fait récemment. Sur un ton décontracté, Hirose suggère qu'elle et Gaku devraient venir à Princeton, tout comme lui. Musashi le shut down immédiatement, expliquant que son père ne le permettrait jamais et que Gaku ne pourrait de toute façon pas se permettre d'étudier à l'étranger. Pourtant, quelque chose attire son attention, le bruit de fond, ça semble bruyant, presque comme une foule, alors elle demande à Hirose où il était ce qui se passe. Il rit et lui dit que ce n'est rien d'inhabituel, il y a beaucoup d'étudiants japonais à Princeton, et en ce moment, ils traînent tous ensemble dans un bar. Puis il mentionne casuellement qu'il reviendra bientôt au Japon. Quand il le fera, il suggère qu'ils aillent voir Gaku ensemble, mais Musashi répond différemment. Elle lui dit que même si Gaku voudrait peut-être le revoir, elle n'en est pas si sûre. Hirose, cependant, répond simplement avec confiance. Il insiste sur le fait que la rencontre entre lui, Musashi et Gaku est inévitable. Dans son esprit, ils ont été réunis par le destin, et c'est leur destinée partagée de un jour percer les vérités de l'univers côte à côte. Le jour de la cérémonie de remise des prix de mathématiques arrive enfin. Gaku s'approche de Hirose pour le féliciter d'avoir remporté le prix, et Hirose semble vraiment heureux de voir Gaku présent. Hirose admet qu'il est un peu surpris que Gaku ait choisi la voie de la cuisine, mais Gaku explique rapidement qu'il n'est encore qu'un apprenti. Hirose dit alors que lorsqu'il a appris que Gaku était responsable de la restauration de l'événement, il s'est tout de suite excité car il pensait que Gaku serait la personne idéale pour ce travail. Avec un air confiant, Gaku dit à Hirose que puisque c'est lui qui prépare la nourriture, il a créé un plat que seul lui pouvait réaliser, mais lorsqu'il soulève le couvercle du plateau, tout le monde est choqué et déçu de voir que l'assiette est complètement vide. Gaku regarde, incrédule,
réalisant qu'un plat que seul lui pouvait faire n'existe pas en réalité. Hirose s'approche et lui lance un regard déçu, tandis que Kai et Nen quittent également la pièce, l'air déçu. À ce moment-là, Gaku se réveille soudainement dans son lit, réalisant que ce n'était rien de plus qu'un mauvais rêve. Pendant ce temps, sur le campus, Musashi marche lorsque quelques étudiants l'interpellent, lui demandant si elle veut déjeuner avec eux. Elle les ignore et trouve plus tard un endroit calme pour manger son sandwich seule. Alors qu'elle s'apprête à croquer dedans, elle regarde sur le côté et est surprise de voir Gaku assis là. Ils finissent par s'asseoir ensemble, et Gaku lui dit qu'il a été assigné à servir un plat lors de la cérémonie de remise des prix de Hirose. Musashi suppose que cela doit être une torture pour Gaku, d'avoir quitté le monde des mathématiques pour se tenir en uniforme de chef, servant de la nourriture à quelqu'un comme Hirose, un mathématicien célébré. Elle lui dit que s'il veut gérer cela, il va avoir besoin d'une forte résistance à la pression. En entendant cela, Gaku rit et dit à Musashi qu'elle est toujours aussi directe. Il admet qu'il a fait des cauchemars constants sur la cérémonie de remise des prix, mais celui qu'il a fait aujourd'hui était particulièrement effrayant parce que, pendant son rêve, il a réalisé que c'était un cauchemar. Il explique que dedans, Hirose parlait joyeusement avec lui, qui était devenu chef, mais au fond de lui, il savait que cela ne pourrait jamais arriver. La raison pour laquelle Hirose avait perdu la notion du temps en bavardant avec lui auparavant, c'était parce qu'ils travaillaient tous les trois dur sur les mathématiques ensemble. Gaku devine qu'il serait impossible pour Hirose d'apprécier une conversation avec lui, sachant qu'il a abandonné les mathématiques pour poursuivre la cuisine. C'est comme ça qu'il a instantanément réalisé que c'était un rêve. Musashi lui dit de voir cela sous un angle positif, puisqu'Hirose ne s'intéresse pas à lui, il devrait se concentrer sur la cuisine pour de vrais clients. Mais Gaku répond que les conséquences du rêve ont semblé trop réelles. Même s'il a renoncé aux mathématiques pour poursuivre la cuisine et le rêve, il n'a toujours rien pu créer, et la dernière personne à qui il voulait montrer cette faiblesse était Hirose. En entendant cela, Musashi commente que Gaku est devenu bien trop timide dernièrement, et elle ne supporte pas de le voir ainsi. Elle lui demande pourquoi il est venu de si loin pour se plaindre de cela auprès d'elle. Gaku répond qu'il ne sait honnêtement pas, mais quelle est la seule personne à qui il sent qu'il peut en parler, la seule qui pourrait vraiment comprendre. Remarquant que Gaku n'a pas de nourriture avec lui, Musashi lui propose une part de son sandwich, mais Gaku dit rapidement que ce serait impoli de venir les mains vides et sort un sandwich à lui. Il lui dit qu'il est en fait pour elle et qu'il est même encore chaud parce qu'il l'a gardé dans une boîte isolante. Ils échangent leur sandwich, et Musashi examine de plus près celui que Gaku lui a donné. Elle est surprise de voir qu'il est frit. Au moment où elle prend une bouchée, ses yeux s'écarquillent, choqués par son goût délicieux. Elle remarque le nombre de saveurs à l'intérieur, le décrivant comme une boîte mystère, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans avant d'y mordre. Gaku explique qu'il a créé ce sandwich parce qu'il veut que ses clients attendent toujours avec impatience la surprise du prochain plat. Il entre dans les détails de la fabrication du sandwich, et alors que Musashi écoute, elle ne peut s'empêcher de remarquer quelque chose de familier, l'expression sur son visage en expliquant lui rappelle le même regard heureux qu'il avait lorsqu'ils étaient enfants. Elle commence à dire à Gaku qu'avant de le rencontrer, lui et Hirose, elle ne pouvait que s'immerger seule dans les mathématiques. À cette époque, personne autour d'elle ne comprenait à quel point les mathématiques étaient belles et excitantes. Peu importe à quel point elle l'expliquait avec passion, tout le monde trouvait cela ennuyeux et s'en allait. Plus elle se consacrait aux mathématiques, plus elle s'isolait des autres enfants. Elle le savait même étant enfant et se convainquait que la solitude ne ferait que la rendre meilleure en maths, mais tout a changé lorsqu'elle a rencontré Gaku pour la première fois. Quand Musashi l'a rencontré, il est devenu sa première motivation pour poursuivre les mathématiques avec passion. Elle le voyait comme quelqu'un qui pouvait apprécier les maths pleinement. À travers lui, elle a réalisé qu'elle n'avait pas à garder ses distances avec les gens autour d'elle, faire cela ne ferait que diminuer son amour pour les mathématiques. Elle dit qu'elle a déjà pensé que Gaku était invincible quand il profitait des maths, mais avec un sourire taquin, elle ajoute que tout cela est dans le passé et qu'elle est maintenant bien meilleure que lui. Laissant de côté ses paroles, Gaku admet que les capacités de Hirose ne cessent de se renforcer et que sa simple existence le dérange. Autrefois, Gaku appréciait les mathématiques purement pour le plaisir, mais une fois qu'il a commencé à rivaliser avec Hirose, sa concentration a changé, il a commencé à ne se soucier que de faire de son mieux. Musashi entend cela et suggère que peut-être quand il a vu le nom de Hirose sur le prix, il a perdu ce sentiment de plaisir originel. En réponse, Gaku lui dit qu'il s'est rappelé de ce plaisir quand il lui a servi le poisson à la poêle à l'époque. Réalisant cela, il se lève soudainement, prend les mains de Musashi et la remercie sincèrement d'avoir eu cette conversation avec lui. Musashi commence à rougir, mais le moment est interrompu lorsque le téléphone de Gaku sonne. Il le prend et voit que c'est Wumi qui appelle. Musashi remarque tout de suite et lance un regard froid, agacé de voir le nom d'une autre fille apparaître sur son téléphone. Wumi dit joyeusement à Gaku qu'elle vient de battre son record d'entraînement personnel aujourd'hui, pour célébrer, et puisqu'elle est de bonne humeur, elle propose de lui préparer le dîner. Musashi entend tout, et la jalousie s'empare instantanément d'elle. Elle finit rapidement son sandwich,
frappe Gaku sur la tête et s'enfuit. Plus tard dans la soirée, Kai rassemble tous les chefs pour une réunion. Il annonce qu'ils serviront bientôt le dîner lors de la cérémonie de remise des prix de mathématiques, donc il s'apprête à assigner les rôles de chacun. Il place Milo en charge du poisson et Oti en charge du dessert. En entendant cela, Inui commente tranquillement qu'il aimerait vraiment être en charge d'un plat un jour, bien qu'il sache que cela prendra du temps avant d'avoir sa chance. Quant au plat de soupe et de viande, Kai surprend tout le monde en annonçant que les chefs devront postuler pour les postes. Les autres chefs sont choqués, car rien de tel ne s'est jamais produit auparavant dans le restaurant. Kai explique qu'à part lui-même, Milo et Oti, tous les autres, y compris les nouveaux comme Gaku, peuvent postuler. Il leur dit que dans 3 jours, chaque candidat présentera son plat, et le gagnant de chaque catégorie sera chargé de cet item. Après avoir exposé les règles, il demande à ceux qui sont intéressés de lever la main. Inui est le premier à lever la sienne, disant qu'il a déjà la recette de soupe parfaite et qu'il devrait simplement lui laisser cette catégorie. Mais juste après, Wong prend la parole, insistant sur le fait que c'est lui qui devrait s'occuper des soupes puisque seul lui peut faire la soupe de célébration parfaite. Bientôt, tout le monde commence à postuler pour son plat préféré. Voyant l'excitation, Oti rit et demande à Gaku s'il compte postuler aussi. Gaku fait une pause pour réfléchir, puis dit calmement qu'il va postuler pour les 3 catégories. Oti est stupéfait par son audace, mais Kai se contente de sourire sans dire un mot. Plus tard dans la nuit, après avoir servi les derniers clients de la journée, les chefs se précipitent tous chez eux pour commencer à travailler sur leurs recettes, déterminés à créer quelque chose qui garantira la victoire. Mais contrairement aux autres, Gaku ne se dépêche pas de rentrer chez lui, il reste au restaurant. Nen et les autres serveurs remarquent et lui demandent pourquoi il ne se précipite pas, surtout since il a postulé pour les 3 catégories. Contrairement aux autres qui se concentrent sur un seul plat, Gaku a 3 fois plus de travail. Nen lui rappelle également qu'il n'est au restaurant que depuis 6 mois et se demande tout aussi cette décision n'était pas un peu téméraire. Gaku admet que cela a peut-être été téméraire, mais il dit qu'il veut toujours cuisiner le plus possible. À ce moment-là, Inui passe sur le chemin du retour. Il dit à Gaku que bien que tout le monde reconnaisse son talent, cette fois il est allé trop loin, tout le monde met tous ses efforts dans un seul plat, tandis que Gaku a postulé pour 3 à la fois. Alors qu'Inui se tourne pour partir, Gaku lui demande soudainement quel genre de soupe il prévoit de faire. Agacé, Inui crie qu'il n'a pas l'intention de révéler cela. Gaku suggère alors que même s'ils sont concurrents, cela pourrait aider s'ils goûtent les plats de l'autre avant l'évaluation, de cette façon, ils peuvent identifier des domaines à améliorer, puisque rivaliser sans se tester correctement les uns contre les autres ne serait pas équitable. Il suggère même qu'ils travaillent ensemble le jour de l'évaluation. Surpris mais intrigué, Inui accepte, alors les deux se rendent chez lui pour commencer à préparer leur plat. Pendant qu'ils cuisinent, Inui explique qu'une dégustation correcte est cruciale, le goûteur ne devrait pas être un amateur, mais quelqu'un avec un sens aigu de la saveur. C'est pourquoi il pense que Gaku serait parfait pour goûter sa soupe. Mais il ajoute un autre point, en goûtant le plat de Gaku, il pourrait facilement mentir et lui donner de mauvais conseils, l'orientant délibérément dans la mauvaise direction pour que sa soupe soit moins bonne. En entendant cela, Gaku se fige un instant, réalisant qu'il n'avait pas envisagé cette possibilité, mentir donnerait vraiment à l'un d'eux un gros avantage. Quelques minutes plus tard, les deux s'assoient et goûtent les soupes de l'autre. Inui essaie d'abord la soupe de Gaku et admet qu'elle est à la hauteur de la sienne en termes de goût. Il envisage de donner des conseils à Gaku mais doute que Gaku puisse faire des améliorations majeures en seulement 3 jours. Pourtant, il dit à Gaku que sa soupe semble un peu unidimensionnelle et ne laisse pas une impression durable. En entendant cela, Gaku fronce les sourcils et commence à réfléchir intensément à la façon de résoudre ce problème. Alors que son esprit s'emballe, il regarde autour de la chambre d'Inui, espérant trouver une inspiration pour une solution. Alors que Gaku continue à regarder autour de la pièce, Inui commence à se sentir un peu gêné. Il admet que son appartement est beaucoup plus petit comparé à celui de Kai, mais Gaku lui dit rapidement que ce n'est pas vrai, et qu'il est plus curieux de savoir comment quelqu'un comme Inui a fini ici. Après tout, il a quitté sa ville natale pour poursuivre la cuisine. En entendant cela, Inui explique que ce n'était pas vraiment par choix, ses parents l'ont mis à la porte, donc le seul endroit qu'il pouvait se permettre était cet appartement bon marché. Gaku a l'air surpris et demande pourquoi ses parents feraient une telle chose. Inui commence par dire que bien qu'il n'en ait peut-être pas l'air, il est en fait le fils du propriétaire d'un restaurant haut de gamme à Kyoto. Gaku est choqué par cette révélation. Il demande pourquoi Inui a choisi de travailler pour Kai alors que son propre père dirige un restaurant aussi prestigieux. Inui répond que le restaurant de son père est extrêmement traditionnel, son père est un excellent cuisinier, mais il ne fait que des plats japonais traditionnels et refuse de changer ses méthodes. Chaque fois qu'Inui suggérait d'utiliser des techniques de cuisine moderne, son père le réprimandait, insistant sur le fait que la méthode traditionnelle était toujours meilleure. Finalement, Inui a réalisé que l'état d'esprit de son père était trop rigide, et il ne pouvait plus le supporter. Il voulait expérimenter différents types de cuisine, alors il est parti pour Tokyo, le centre mondial de l'exploration culinaire.
Pourtant, Inouï admet que parfois, il sent qu'il a été trop naïf, une partie de lui pense qu'il devrait simplement rentrer à la maison, s'excuser auprès de son père et consacrer sa vie à maîtriser la haute cuisine japonaise traditionnelle. En fait, il a presque décidé de faire exactement cela jusqu'à ce qu'il tombe sur le restaurant de Kai. Au moment où il a goûté l'un des plats de Kai, il a instantanément su que c'était ce qu'il cherchait depuis toujours. Après avoir entendu l'histoire, Gaku réalise qu'Inouï n'a pas simplement renoncé à la cuisine de Kyoto pour suivre la voie de Kai. Mais Inouï clarifie rapidement que ce n'est pas le cas, il respecte toujours profondément son père. Son vrai but est d'apprendre tout ce qu'il peut de Kai, puis de retourner à Kyoto et fusionner ce qu'il a appris avec la haute cuisine japonaise traditionnelle. De cette façon, il peut devenir un révolutionnaire qui repousse les limites de la cuisine elle-même. 3 jours plus tard, le jour tant attendu de la sélection des plats arrive enfin. Kai, Oti et Milo prennent place en tant que juges, assis en silence, attendant de voir si un plat va vraiment les choquer et les impressionner. Inouï présente son plat avec assurance, attendant le verdict du juge. Milo et Otei le goûtent et sont visiblement impressionnés, faisant l'éloge de sa soupe en disant que c'est un plat qui perpétue la tradition de la fine cuisine japonaise. En entendant cela, Inouï s'enthousiasme, pensant qu'il a enfin une vraie chance de gagner. Cependant, Kai n'a pas l'air impressionné du tout. Il déclare carrément que ce plat n'a aucune chance d'être digne de l'occasion. Kai admet que la soupe est délicieuse, mais souligne qu'une fois le couvercle soulevé, l'arôme s'estompe trop rapidement. Comme la nourriture est destinée à être servie dans une salle de banquet, Kai dit que présenter un plat qui perd son arôme si vite ne serait rien de moins que honteux. Il ajoute qu'un chef qui ne tient pas compte du lieu où la nourriture sera servie n'est rien d'autre qu'arrogant. Inouï est stupéfait et silencieux. Après avoir passé 3 jours et 3 nuits à perfectionner la recette, Kai rejette ses efforts comme s'ils ne valaient rien. Prenant une gorgée de vin, Kai lui dit qu'il a une fois de plus perdu sa chance si facilement. Pendant ce temps, Gaku est dans la cuisine en train de préparer son propre plat lorsqu'il entend que Kai a rejeté la soupe d'Inouï. Il se sent mal pour lui, sachant tout l'effort qu'Inouï a fourni. Ensuite, c'est au tour de Wang. Il présente une soupe spéciale à l'anguille, expliquant qu'il a entendu dire que les gens au Japon aiment manger des serpents. Wang est connu comme un homme compliqué, ayant quitté Hong Kong juste pour étudier la cuisine au Japon. Oti goûte la soupe et est émerveillé par la façon dont Wang a parfaitement préparé l'anguille, le félicitant d'avoir réussi quelque chose que peu de chefs pourraient réaliser. Milo est d'accord, disant qu'il n'a aucune plainte concernant le plat. En entendant les éloges, Wang explique que la soupe de serpent est un mets précieux dans sa ville natale, donc c'est le plat qu'il peut cuisiner le plus parfaitement. Kai approuve également, disant qu'il n'a rien à critiquer et commandant l'effort de Wang. Inouï, qui avait passé du temps avec Wang, remarque que Wang ne montre de l'émotion que lorsqu'il parle de sa ville natale, Hong Kong. Bien que sa famille ne soit pas riche, Wang en était toujours fier. Inouï se souvient d'un moment où il avait déjeuné avec Wang où il avait mentionné que si Hong Kong était autrefois connu pour sa riche tradition culinaire, de nos jours, peu de gens la perpétuent et les saveurs du passé s'estompent lentement. Wang se souvient aussi d'un proche ami de l'école culinaire qui a pris son propre chemin, quelqu'un qu'il n'a pas revu depuis. À l'époque où Wang était encore stagiaire dans un restaurant chinois, Kai est venu une fois par hasard. Après avoir goûté la nourriture de Wang, Kai a été si impressionné qu'il l'a encouragé à venir au Japon et à montrer ses compétences. Alors que Gaku continue de travailler sur son plat, il réalise que même si Wang agit de manière froide et distante, lui aussi a sa propre histoire comme tout le monde. Quand Wang revient des juges avec des critiques élogieuses, les autres le félicitent, mais à la surprise générale, il s'approche de Gaku, son rival vedette dans la catégorie soupe. C'est ironique puisque Gaku s'est inscrit dans toutes les catégories mais n'a encore servi aucun plat. Ensuite, Pena s'avance pour présenter son plat. Son histoire commence en France, où il a rencontré pour la première fois la cuisine de Kai. En visitant Lyon, il a mangé par hasard dans un restaurant où Kai travaillait comme chef sushi. Au début, Pena a ricané à l'idée qu'un chef japonais soit autorisé à cuisiner de la cuisine française, supposant que le restaurant devait être de second ordre, mais après avoir goûté le plat de Kai, il est resté complètement sans voix. À l'époque, même si Kai pouvait dire que Pena le méprisait pour avoir servi de la nourriture japonaise dans un restaurant français, il a délibérément veillé à servir un plat qui captiverait les papilles de Pena. Après avoir goûté la cuisine de Kai, Pena a développé une soudaine curiosité pour le Japon, ce qui l'a conduit à voyager jusqu'au Japon pour apprendre de Kai et étudier la cuisine japonaise. Quand Milo goûte le plat de Pena, il le complimente en disant « La façon dont toutes les saveurs se marient en harmonie est vraiment délicieuse ». En entendant le compliment, Pena s'illumine d'excitation et commence à expliquer les détails du plat, mais cette excitation s'estompe rapidement lorsqu'il remarque que Kai ne montre aucun signe d'être impressionné. Une fois le plat de Pena jugé, Nen entre et demande qui passe ensuite. C'est supposé être le tour de Gaku, mais il n'a pas encore fini de préparer. Shishido s'avance alors et dit qu'il présentera son plat à la place. Son plat est simple, du poulet rôti, portionné soigneusement pour que les juges puissent goûter. Oti est impressionné,
disant que rôtir un poulet entier tout en conservant toute sa saveur demande une grande compétence. Kai le félicite également, disant que le poulet rôti est un plat parfait pour un événement festif. Il explique que découper un poulet entier devant les invités animerait l'atmosphère, donc il commence Shishido pour avoir fait un choix si réfléchi. Shishido s'incline devant Kai, disant que tout cela est grâce à sa formation. L'histoire de Shishido est inhabituelle. Il est aussi compétent que Hotei et Milo, mais il choisit de ne pas devenir indépendant. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Il préfère travailler sous Kai pour le reste de sa vie. Il est plus un suiveur aveugle qu'autre chose, et quand on l'interroge sur son passé avec Kai, il refuse de partager des détails avec qui que ce soit. Pendant ce temps, tandis que Gaku continue de préparer son plat, Rana travaille aussi sur le sien. Gaku lui demande pourquoi elle travaille au restaurant de Kai, mais Rana esquive la question, disant qu'elle ne veut pas répondre pendant qu'elle est au milieu du dressage. C'est alors que Nen intervient et révèle à Gaku que Rana est la fille de l'homme qui possédait le restaurant avant que Kai ne le reprenne. Rana se fige, laissant tomber son outil de dressage alors qu'elle réalise que Nen s'apprête à la dévoiler. La vérité est que le père de Rana gérait très mal le restaurant. À cette époque, Kai venait juste de rentrer au Japon, et comme il aimait l'emplacement, il a acheté l'établissement. À l'époque, Rana ne travaillait qu'à temps partiel au restaurant, mais Kai a remarqué son talent brut en cuisine et l'a laissé rester. En entendant l'histoire, Gaku conclut que Kai a dû beaucoup l'apprécier pour lui permettre de continuer à travailler là. À cela, Rana lui lance un regard froid et demande si c'est sa tentative de jouer avec elle pendant une compétition. Elle le coince contre le mur, lui disant qu'il n'a aucune idée de la difficulté de son travail, et maintenant le voilà qui essaie de gagner en jouant des jeux psychologiques. Gaku le nie rapidement, disant que ce n'est pas son intention. Il explique que alors qu'il était à moitié endormi une fois, il se souvient l'avoir vu avec Kai en tenue de nuit. En entendant cela, Rana se détourne avec une rougeur intense sur le visage. Gaku poursuit, disant que si la raison pour laquelle elle travaille dans l'ancien restaurant de son père est d'apprendre de Kai et d'acquérir de l'expérience, alors c'est une excellente raison. Il ajoute également qu'il est reconnaissant de finalement comprendre pourquoi tout le monde ici est si dévoué au restaurant. Rana le regarde avec dédain, demandant ce qui est si génial là-dedans. Elle lui rappelle que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, elle lui a dit qu'il manquait d'ambition et qu'il n'était pas fait pour être chef, et à ce jour, elle maintient cette déclaration. Elle souligne qu'il s'est inscrit à plus de catégories que quiconque, et qu'il est le seul à n'avoir pas l'air nerveux. À cause de cela, elle suppose qu'il ne prend pas la compétition au sérieux, mais Gaku lui dit que les choses sont différentes maintenant, il n'est plus nerveux parce qu'il a gagné une vraie confiance. Rana entend cela et est stupéfaite. Il est finalement temps pour Gaku de servir son plat. Alors qu'il se place devant les juges, Hotei se penche en avant avec une anticipation impatiente, particulièrement curieux de voir ce que Gaku va présenter, puisque bien que novice, il était le seul concurrent assez audacieux pour s'inscrire aux 3 catégories. À la surprise générale, au lieu de servir 3 plats, Gaku n'apporte qu'une seule entrée principalement à base de couscous. Le personnel commence immédiatement à chuchoter entre eux, notant combien de temps il lui a fallu pour préparer un seul plat. Il s'inquiète que si cela prend autant de temps pour une assiette, ce serait inutile pour l'événement réel. Après avoir entendu ce que Gaku a préparé, Kai commence à donner une explication détaillée du couscous et de ses origines. Il admet qu'il ne s'attendait jamais à ce que Gaku choisisse quelque chose d'aussi peu familier pour les Japonais. Gaku répond en disant qu'il a choisi le couscous parce qu'il se souvenait des conseils de Kai, ne jamais se limiter et toujours utiliser autant d'ingrédients que possible quand il le peut. Mettant de côté la lenteur de Gaku, Kai étudie son expression confiante et dit qu'il est vraiment curieux de le goûter. Hotei est le premier à goûter, et après avoir pris une bouchée, il remarque que c'est délicieux avec un arôme très rafraîchissant. Milo et Kai sont d'accord, disant que la saveur est exceptionnelle et que Gaku a dépassé leurs attentes. Ensuite, Gaku commence à expliquer en détail comment il a préparé le plat, laissant les juges stupéfaits. Cependant, à en juger par les expressions sur leur visage, il est clair qu'il pense que son entrée seule ne suffira pas à gagner, car elle manque de l'impact fort nécessaire. Alors que Kai s'apprête à donner le verdict final, Gaku fait signe à Nen d'apporter un pot. Elle le place devant lui, et quand il soulève le couvercle, un arôme sucré remplit la pièce. Remuant le bouillon, Gaku se prépare à révéler sa surprise. Hotei demande ce qu'il y a dedans, mais avant de répondre, Gaku explique qu'il a intentionnellement attendu que les juges aient mangé 2/3 de leur entrée. En entendant cela, Kai et les autres sont choqués. Gaku révèle alors que le pot contient un bouillon chauffé à partir des mêmes ingrédients utilisés dans l'entrée. Il le verse directement sur le couscous restant et annonce que c'est son plat de soupe. Tout le restaurant est surpris. Plus tôt, Inui avait conseillé à Gaku que sa soupe était bien trop simple et ennuyeuse, ce qui l'a inspiré à créer un plat que seul lui pourrait préparer. Quand Kai et les autres juges goûtent la soupe, ils sont émerveillés, elle surpasse l'entrée en saveur. Kai lui accorde même des points supplémentaires pour l'idée de verser le bouillon juste devant les invités, qualifiant cela d'une présentation intelligente.
Gaku explique qu'il a eu l'idée après avoir regardé Shishido réfléchir à la façon de divertir les invités, ce qu'il a décidé à ajouter une touche ludique à ses propres plats. À ce stade, Otei réalise que Gaku était lent dans la cuisine parce qu'il était occupé à combiner 2 plats en un, et il ne peut s'empêcher d'être impressionné. Milo remarque que Gaku a encore un plateau, donc il lui demande. Gaku l'ouvre pour révéler une assiette de côtelettes de porc chaudes. Après avoir expliqué la méthode de cuisson, les juges sont une fois de plus surpris. Quand ils goûtent finalement les 3 plats, ils réagissent positivement, n'émettant aucune plainte, et lui disent qu'il a vraiment très bien travaillé. Gaku explique que son inspiration vient de Musashi, qui lui a dit que le repas qu'il avait préparé une fois donnait l'impression d'être une boîte mystère, on ne sait jamais ce qui vient ensuite. Cette idée l'a poussé à faire la performance d'aujourd'hui. Tout le monde lui sourit brillamment, visiblement impressionné par la créativité et l'effort qu'il a montré. Kai rend alors son verdict final, félicitant Gaku pour son excellent travail. Juste à ce moment, Rana entre avec son propre plat, également une entrée, et demande au juge de la goûter. Le lendemain au travail, Milo rassemble tout le monde, disant qu'il s'apprête à annoncer les gagnants du concours. La scène passe à Musashi, qui est profondément concentrée alors qu'elle se débat avec une équation mathématique qui la préoccupe depuis un certain temps. À ce moment-là, elle reçoit un appel téléphonique de Hirose. Musashi suppose immédiatement que Hirose l'appelle pour se vanter de son intelligence, comme il le fait toujours, alors elle lui dit rapidement qu'elle est occupée et s'apprête à raccrocher, mais avant qu'elle ne puisse mettre fin à l'appel, Hirose lui annonce qu'il a découvert que Gaku travaille désormais comme chef cuisinier. Musashi écarquille les yeux, stupéfaite. Elle réalise alors qu'il ne s'agit pas d'un appel ordinaire, mais d'un appel vidéo. Elle pose son téléphone correctement pour l'appel vidéo et commence à expliquer les raisons pour lesquelles Gaku a choisi de devenir chef, craignant que Hirose ne comprenne mal. Cependant, Hirose lui dit avec enthousiasme qu'il comprend parfaitement la décision de Gaku, affirmant que la cuisine elle-même est liée aux mathématiques, car Gaku appliquera les mathématiques dans ses plats. Hirose ajoute ensuite que Gaku ferait un excellent assistant pour lui. Musashi tente de défendre Gaku, mais Hirose l'interrompt et dit qu'il les verra tous les deux avant la fin de l'année. Musashi devient anxieuse rien qu'en entendant sa voix condescendante. Rassemblant son courage, elle dit à Hirose qu'il est hors de question qu'elle devienne son assistant, mais Hirose l'interrompt à nouveau, cette fois sans détour, pour lui demander de l'épouser. Il argue que puisqu'ils partagent tant d'intérêts mathématiques, il est logique qu'ils se marient. Musashi se rend compte que Hirose traite chaque aspect de sa vie comme une équation mathématique, ce qui explique pourquoi sa gentillesse est si difficile à comprendre. Se sentant dépassé, Musashi s'accroupit. Hirose lui montre alors son carnet à travers le téléphone, lui expliquant qu'il a déjà résolu l'équation derrière elle, celle avec laquelle elle se débattait, puis il met fin à l'appel. Musashi le regarde avec incrédulité, avant de tomber à genoux, se disant que la seule façon pour Gaku d'exceller en tant que chef est de préparer un repas qui impressionnera Hirose lors de la cérémonie de remise des prix. Pendant ce temps, dans la cuisine, la tension monte alors que les résultats du concours sont sur le point d'être dévoilés. Les noms des gagnants sont inscrits sur le tableau blanc, et Gaku est sous le choc lorsqu'il voit que son nom y figure. Parana et Wang applaudissent pour célébrer leur sélection. Gaku n'en revient pas. Après tous les efforts qu'il a déployés pour préparer 3 plats, aucun d'entre eux n'a été sélectionné. Il sait que s'il échoue à cette étape, il n'aura jamais l'occasion de cuisiner pour Hirose et ne pourra jamais progresser en tant que chef. Kai remarque le désespoir de Gaku, se retourne vers lui et lui dit de ne pas se méprendre. Il écrit alors le nom de Gaku sur le tableau, précisant que Gaku s'occupera du dessert à la place. Plus tard, Musashi est assise seule dans le parc, tenant une photo d'eux 3 lorsqu'ils étaient enfants. Dans son cœur, elle supplie Gaku de créer un repas unique pour Hirose, sinon les choses ne se passeront pas bien pour lui. Au même moment, Gaku est également assis dans le parc, en colère d'avoir été chargé du dessert, bien que Kai ait promis de lui enseigner les bases, Gaku n'a aucun intérêt pour les desserts. Le lendemain, la scène se déplace vers Wumi, qui est également assise dans le parc. Elle s'inquiète pour Gaku, car il n'a répondu à aucun de ses appels ou messages depuis plus d'1 mois, elle ne peut qu'espérer qu'il va bien. Pendant ce temps, le même matin, Kai frappe à la porte de Gaku pour lui rappeler qu'il ne reste plus que 3 semaines avant la cérémonie de remise des prix. Il appelle Gaku pour qu'il sorte afin de pouvoir continuer à lui apprendre à faire des desserts, en particulier des quenelles, mais Gaku est allongé sur son lit et ignore délibérément la porte, frustré que les desserts ne soient tout simplement pas sa spécialité. À travers la porte, Kai commence à expliquer l'une des compétences de base que tout pâtissier doit acquérir, comment bien servir la glace. Il explique que si l'on ne contrôle pas la pression de la cuillère, les boules auront l'air bâclées, mais qu'avec de la patience, le résultat sera parfait. Il fait une démonstration en prélevant 4 portions identiques et en les alignant de manière régulière. Il explique que cette technique est essentielle pour tout pâtissier. Kai appelle alors Gaku une nouvelle fois, l'exhortant à sortir pour s'entraîner. Il lui rappelle qu'il ne lui reste que 3 semaines pour créer un dessert qui sera servi à 50 personnes. Comment va-t-il se préparer s'il reste enfermé dans cette pièce et ne sort pas?
C'est alors que Gaku sort de la pièce dans un accès de colère. Il attrape Kai par les bras et lui demande pourquoi, après avoir eu une idée aussi ingénieuse pour le repas à 3 plats, Kai a quand même attribué ces catégories à d'autres dont les plats n'étaient même pas à la hauteur des siens. Il rappelle à Kai que depuis qu'il a rejoint le restaurant, Kai lui a lancé défi après défi, et qu'il a réussi à les relever tous. Il a fait exactement ce que Kai lui a demandé, mais Kai n'a pas tenu sa promesse. Au lieu de cela, il l'a forcé à se charger de la catégorie des desserts après toutes les heures d'effort qu'il a consacrées à la préparation du repas parfait pour chaque catégorie. Au même moment, l'ex-petite amie de Kai fait irruption dans son complexe, visiblement en colère et exigeant de le voir, mais avant d'entrer, elle remarque quelque chose d'étrange. Milo tombe soudainement des étages supérieurs, s'agrippant aux côtés du bâtiment. Cette vision la choque complètement. Pendant ce temps, Gaku supplie toujours Kai de le libérer de la catégorie des desserts, mais à en juger par l'expression de Kai, celui-ci reste ferme dans sa décision. Kai entre dans la pièce et constate que même si Gaku dit qu'il ne veut pas faire de dessert, il continue à s'entraîner. Il lui dit donc simplement de continuer, mais Gaku persiste à essayer de le convaincre, affirmant que la pâtisserie n'a jamais été son truc. Puis, tout à coup, Milo tombe du haut de l'immeuble et s'écrase contre la fenêtre. Il crie à Kai de dire la vérité à Gaku, car il ne supporte pas de le voir souffrir ainsi. Milo essaie de briser la vitre, mais Gaku ouvre la fenêtre à la dernière seconde, ne voulant pas payer pour la réparation. Kai se tourne vers Milo et lui demande pourquoi il est venu jusqu'à chez lui. Milo s'approche de Gaku et lui dit qu'il est troublé par la façon dont tout le monde au restaurant l'a traité si durement. Saisissant Gaku par les épaules avec beaucoup d'enthousiasme, Milo lui dit que dès le moment où ils se sont rencontrés, il l'a admiré pour sa capacité à cuisiner des plats aussi délicieux. Gaku est encore en train d'analyser ses paroles lorsque Milo explique que tout le monde est sévère avec lui parce qu'ils veulent qu'il crée des plats encore meilleurs, mais qu'il est lui-même venu pour être plus indulgent avec Gaku, se souvenant de ce que Oti lui a dit plus tôt, que Oti était le seul à penser qu'il avait réussi, alors que Milo et Kai l'avaient recalé. Gaku demande à Milo pourquoi il a rejeté son plat pendant le concours. Milo prend le visage de Gaku entre ses mains et lui dit que c'est parce que son plat était quelque chose que n'importe qui aurait pu faire. Il admet que l'idée de Gaku d'un repas 3 en 1 était intelligente et originale, mais lui et Kai ont estimé que Gaku n'utilisait pas tout son potentiel, il manquait quelque chose d'important. Kai prend alors la parole et dit à Gaku que lui seul possède les mathématiques comme véritable arme, mais qu'il n'a pas réussi à les intégrer dans son dernier plat. Il déplore que Gaku s'éloigne de plus en plus de sa méthode mathématique de cuisine. Kai lui rappelle le ragoût de pommes de terre qu'il a préparé autrefois, en disant que ce plat utilisait des principes mathématiques plutôt que des émotions ou des souvenirs nostalgiques. Lorsque Gaku a préparé les 3 plats pour le concours, il s'est contenté de travailler à rebours à partir des mathématiques, mais au-delà de cela, il n'y avait rien de mathématique dans ses plats. Gaku tente de se défendre en disant que même si c'est le cas, cela ne signifie pas pour autant qu'il est limité, mais Kai l'interrompt en disant que si un chef ordinaire avait préparé ces plats, il les aurait réussis haut la main. La vérité, cependant, c'est que Kai pense que Gaku n'est pas ordinaire, qu'il est spécial. Le seul à pouvoir combiner les mathématiques et la cuisine d'une manière unique. Kai lui dit qu'il a un énorme potentiel et qu'il ne devrait pas perdre son temps à essayer d'être un chef ordinaire parmi tant d'autres. En entendant cela, Gaku s'effondre à genoux, incrédule, avec le sentiment que tout son monde s'écroule. Depuis le sol, il demande à Kai et Milo pourquoi, s'ils ont une si haute opinion de lui, ils l'ont forcé à se lancer dans les desserts, parmi toutes les choses possibles. Kai ne donne pas de réponse claire. Accablé, Gaku sort précipitamment du bâtiment, submergé par l'émotion. En sortant, il tombe nez à nez avec la maîtresse de Kai, qui se demande ce qui a bien pu le pousser à partir ainsi. Gaku continue de courir dans les rues, désespéré d'échapper au poids écrasant de tout ce qu'il vient d'entendre. Plus tard dans la nuit, il s'assoit seul dans un restaurant, fixant la table et réfléchissant. Il décide de prendre le prochain train pour rentrer chez lui. Il se souvient qu'avant son départ, son père lui avait dit qu'il pouvait rentrer si les choses devenaient trop difficiles. Gaku a le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour devenir chef, mais cela n'a pas suffi, et abandonner semble désormais être la seule option. Il sort son téléphone pour acheter un billet pour le prochain bus, mais il remarque alors d'innombrables messages non lus de Wumi. Une vague de culpabilité le submerge lorsqu'il réalise qu'il l'a ignoré tout ce temps. Avant de lui répondre, il décide toutefois d'appeler son père pour lui faire savoir qu'il rentrera à la maison ce soir, mais lorsqu'il ouvre la conversation, il est stupéfait de voir un nouveau message de son père envoyé plus tôt dans la journée. En y regardant de plus près, il voit que son père écrit que Hirose l'a contacté par email, disant qu'il a hâte de goûter la cuisine de Gaku et qu'il a quelque chose de très important à lui montrer. En lisant cela, le cœur de Gaku se met à battre à tout rompre. Il ne comprend pas comment Hirose a pu savoir qu'il était devenu chef. Submergé par la peur et la confusion, il sent la pression le submerger plus que jamais. À ce moment-là, la serveuse s'approche de Gaku et lui demande s'il va bien, car elle vient de le voir paniquer. Elle lui sert ensuite un gâteau aux fraises, mais Gaku ne l'a pas commandé,
Il suppose donc qu'il y a une erreur quelque part. Cependant, la serveuse lui explique que lorsqu'on commande du thé chaud, on a droit à un gâteau du jour gratuit. Elle dit à Gaku de bien en profiter, puis s'éloigne. Gaku regarde autour de lui et se rend compte qu'il est dans un café. Il ne va presque jamais dans les cafés, alors pourquoi est-il venu dans celui-ci? Pourquoi maintenant? Serait-ce un signe? Il n'avait pas d'argent et aucune raison de venir ici. Gaku se souvient qu'il se rend parfois inconsciemment dans des endroits où se trouvent des choses qu'il ne veut pas voir. Il se rend compte qu'il ne fera que se torturer pour le reste de sa vie s'il ne se lance pas le défi de faire des desserts. Gaku finit tout le shortcake, puis se souvient de ce que Hirose lui a dit, qu'il voulait lui montrer quelque chose avant leur rencontre. Gaku consulte ses SMS et lit ce que Hirose lui a dit, à savoir qu'il veut les rencontrer afin de lui faire part de la thèse qui lui a valu le prix de mathématiques. Pendant ce temps, au restaurant, Ote reçoit une livraison de fruits frais pour la cérémonie. Il les apporte à l'intérieur, mais il est choqué de voir Kai assis seul, l'air triste. Ote a le pressentiment qu'il est bouleversé à cause de la façon dont Gaku a quitté le restaurant si brusquement. Ote lui dit qu'il est inutile d'attendre son retour, car il doute qu'il revienne. Ote dit que c'est la faute de Kai, après tout, c'est lui qui a donné à Gaku le poste de pâtissier malgré tout son travail acharné. Cependant, Kai ne pense pas avoir été dur avec Gaku. Il pense même avoir été plutôt juste. Ote examine le comportement de Kai et commence à avoir le sentiment que Kai s'isole intentionnellement. Cette déclaration fait frissonner Ote de stupeur. Ote dit à Kai que depuis le jour où il a battu Suji Nanase, il n'a jamais arrêté. Ote continue de réprimander Kai, mais Kai l'interrompt et lui dit de se taire. Ote continue cependant, affirmant que Kai est devenu tellement déconnecté de la réalité qu'il a fini par chasser sans raison un bon chef comme Gaku. Tout porte à croire que Gaku ne reviendra pas, mais au moment où il prononce ces mots, Gaku fait irruption dans la pièce. Ote se sent maintenant idiot, tandis que Kai sourit simplement. Pendant ce temps, Wumi a essayé de joindre Gaku, elle se trouve donc devant le restaurant de Kai, regardant par la fenêtre pour voir si elle peut l'apercevoir, mais c'est à ce moment-là que Rana la surprend et lui dit qu'ils sont fermés. Wumi explique qu'elle n'est pas là pour manger, mais qu'elle connaît quelqu'un qui travaille ici et qu'elle essaie de le joindre. À ce moment-là, ils regardent tous les deux à l'intérieur et voient que Gaku est dans le restaurant en train de préparer des desserts avec un air très sérieux. Kai forme Gaku au métier de pâtissier, mais il remarque que Gaku porte l'uniforme des stagiaires et lui rappelle qu'il n'est plus stagiaire. Cependant, Gaku lui répond qu'il porte l'uniforme des stagiaires parce qu'il est techniquement stagiaire en pâtisserie. Rana et Wumi se cachent dans la cuisine et observent Gaku de loin. Rana est surprise que Gaku ait accepté de revenir, car elle s'attendait à ce qu'il renonce complètement à devenir chef, mais Wumi est perdue et a besoin de rattraper son retard. Elle voit Kai et Gaku entrer dans la cuisine, alors elle se rend dans l'arrière-boutique pendant que Kai enseigne à Gaku le processus de fabrication de la crème glacée. Lorsque Gaku jette un œil à la recette, il est surpris de voir qu'elle contient beaucoup plus de chiffres que d'habitude. Pendant ce temps, Ote est assis dans sa voiture. Il comprend maintenant pourquoi Kai a choisi Gaku pour être pâtissier. Le métier de pâtissier implique beaucoup de chiffres et de calculs, ce qui fait de Gaku l'homme idéal pour ce poste. C'est exactement ce qu'il a vécu. Ce que Kai ne comprend pas, c'est que tout le monde n'est pas capable de gérer cela, certaines personnes peuvent s'effondrer lorsqu'elles sont acculées. De retour en cuisine, Gaku a du mal à préparer une glace qui satisfasse Kai, mais Gaku atteint peu à peu ses limites, et ce n'est qu'une question de temps avant que son corps ne lâche. Même après plusieurs tentatives pour mettre au point la recette de la crème glacée, Gaku n'y arrive toujours pas, alors Kai continue de lui dire de recommencer. Kai lui explique que le monde de la pâtisserie exige des mesures très précises, même 1 milligramme en trop d'un ingrédient peut entraîner un échec, il doit donc être très vigilant. Pendant ce temps, Rana observe depuis le placard du magasin et voit que Gaku atteint ses limites. Elle s'apprête donc à intervenir pour empêcher Kai d'aller trop loin, mais avant qu'elle n'ait le temps de le faire, Wumi l'arrête, lui expliquant que Gaku n'a nulle part où aller et qu'il doit donc réussir à tout prix. Wumi dit qu'elle connaît bien Gaku et qu'il donne le meilleur de lui-même lorsqu'il est à bout et sous pression. Elle est certaine que Gaku va y arriver, alors elle demande gentiment à Rana de ne pas s'en mêler pour l'instant. Alors que Gaku commence à préparer une nouvelle fournée de glace, la curiosité de Kai prend le dessus, et il demande à Gaku ce qui l'a poussé à revenir après être parti en claquant la porte ce jour-là. Kai pensait vraiment qu'il ne le reverrait plus jamais. Gaku explique qu'il a décidé de revenir après avoir lu la thèse que Hirose lui a envoyée, celle qui lui a valu le prix de mathématiques. Il a passé plusieurs heures cette nuit-là à lire la thèse, mais il n'a pas réussi à la comprendre. Gaku dit qu'il est courant pour les mathématiciens modernes de ne pas comprendre une thèse tout de suite, il faut parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour comprendre une seule partie d'une thèse. Gaku dit qu'après avoir échoué à comprendre la thèse, l'ancien lui aurait sombré dans le désespoir après l'avoir lu, mais cette fois-ci, il n'était pas déprimé, car il avait fini par comprendre les émotions de Hirose, il sentait Hirose déborder de solitude. Il possède un certain type de solitude que lui seul peut affronter. Gaku réalise maintenant que les mathématiques sont synonymes de solitude,
et ce sentiment est désormais profondément ancré en lui. Kai entend cela et est surpris, car il ne s'attendait pas à entendre une déclaration aussi profonde de la part de Gaku, parmi tous les autres. Mais Gaku ne s'arrête pas là, il ajoute que les chefs cuisiniers partagent probablement la même solitude. Kai est choqué d'entendre cela, alors Gaku explique plus en détail que Kai et Heroes sont très similaires, ils possèdent tous deux d'immenses compétences et des qualités que les gens envient, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne semblent pas heureux. Ils continuent simplement à avancer vers les ténèbres de leur propre domaine, sans se soucier de la confusion des autres. Gaku arrive alors à une conclusion, plus le chef est solitaire, plus sa cuisine sera délicieuse. Gaku est actuellement acculé, il est tellement en colère contre lui-même qu'il veut mourir, mais lorsqu'il se souvient que Kai et Heroes, des personnes qu'il admire, suivent le même chemin solitaire et misérable, il se décide à aller jusqu'au bout et à voir ce qu'il attend, même si c'est la défaite, il est prêt à l'affronter et à ne pas reculer. À ce moment-là, Gaku s'évanouit, mais Kai arrive juste à temps pour le rattraper. Kai demande alors à Rana de préparer les fruits assortis que Oti a apportés. Pendant ce temps, Gaku est emmené dans sa chambre, et lorsqu'il se réveille, il voit Wumi qui le regarde avec inquiétude. Il demande à Wumi pourquoi elle est là, mais elle répond que ce n'est pas important, ce qui compte, c'est qu'il se repose. À ce moment-là, Kai entre dans la pièce avec un plateau à la main. Il a préparé un plat spécial pour Gaku, des tartelettes aux fraises. Gaku est clairement surpris que Kai ait cuisiné pour lui, alors Kai lui dit qu'il n'est pas seulement celui qui donne des ordres aux autres, même s'il n'a pas fait de dessert depuis un certain temps, Kai est certain que Gaku va adorer cette recette. Alors que Gaku prend le plateau, Kai explique que la pâte est généralement fourrée de crème et de fraises, mais que cela a souvent pour conséquence que la pâte absorbe trop d'humidité avant d'être consommée, ce qui la rend molle. Kai voulait retrouver la texture croustillante originale du plat, c'est pourquoi il a réduit la pâte en garniture, afin que la crème aux fraises et la pâte soient toutes deux dans les meilleures conditions. Wumi intervient cependant et dit à Kai d'arrêter de jacasser. Elle dit que même si elle ne le connaît pas vraiment, elle le trouve incroyablement agaçant, depuis qu'il a rencontré Gaku, il n'a fait que l'épuiser. Le travail de Kai est censé être de préparer des plats qui rendent les gens heureux, mais il n'arrive même pas à rendre heureux ceux qui l'admirent. Elle lui demande alors quelle direction il compte prendre avec Gaku maintenant. Kai ne donne pas de réponse directe, mais demande plutôt qui est Wumi, car il ne l'a jamais vraiment vu auparavant. Gaku goûte le dessert de Kai et laisse immédiatement tomber sa cuillère, sous le choc. Il commence à réfléchir de manière mathématique, se demandant pourquoi Kai tenait tant à ce qu'il devienne chef. Pourquoi lui? Est-ce parce que c'est le seul domaine dans lequel il serait capable de créer un plat vraiment unique? Kai attrape Gaku par les épaules, ravi de voir que Gaku a enfin compris. Il le félicite, lui disant qu'il est vraiment unique en son genre. Avec un regard fou, Kai déclare que c'est exactement le Gaku qu'il attendait. Quelques semaines plus tard, le jour de la cérémonie de remise des prix arrive. Musashi sort de sa limousine, l'air désemparé, elle ne peut qu'espérer que Gaku sera capable de réaliser quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Heroes arrive également à l'événement avec son sourire désinvolte habituel. Pendant ce temps, les chefs commencent à tout préparer pour la cérémonie. Le jour tant attendu est enfin arrivé, mais pour Gaku, aujourd'hui est bien plus qu'un simple dîner, c'est le jour qui décidera de son avenir en tant que chef. L'animatrice de la cérémonie commence par féliciter Heroes, soulignant qu'il est le plus jeune lauréat de l'histoire de cette cérémonie. Elle ajoute qu'il a même suivi plusieurs cours théoriques avancés pendant ses études à l'université de Princeton et qu'il s'est désormais fait un nom dans le monde entier, suscitant l'admiration des universitaires et des passionnés. En entendant cela, le public applaudit bruyamment, célébrant les incroyables réalisations de Heroes avec enthousiasme. Heroes monte ensuite sur le podium, mais alors qu'il prononce son discours, Musashi ne peut s'empêcher de se sentir de plus en plus mal à l'aise. Elle se souvient très clairement du moment où il lui a proposé de se marier afin qu'elle et Gaku deviennent ses assistants dans sa quête pour percer les mystères les plus profonds du monde complexe des mathématiques. Le souvenir de cet événement est si traumatisant qu'elle en est presque prise de nausée. Musashi ne peut s'empêcher de se demander quel plat Gaku allait préparer pour la cérémonie de ce soir. Après tout, il a renoncé au monde des mathématiques et a choisi la voie incertaine de la cuisine. Elle se demande si un plat qui reflète ses pensées et ses émotions profondes pourrait aider Heroes à mieux comprendre les choses. Au fond d'elle-même, elle sait que si le plat de Gaku ne fait pas quelque chose de vraiment magique ce soir, il ne progressera jamais en tant que chef et ne fera peut-être jamais de progrès substantiel dans son article. Heroes est entouré d'une aura bleue épuisante, presque terrifiante, alors qu'il s'approche de Musashi et lui demande, d'un ton sérieux, où se trouve Gaku à ce moment-là. Sentant l'intensité de l'aura de Heroes, Musashi comprend immédiatement que si le plat de Gaku ne parvient pas à impressionner ou à faire quelque chose d'absolument stupéfiant ce soir, Heroes pourrait le dévorer complètement, le détruisant lui et ses rêves. Pendant ce temps, dans la cuisine animée, tout le monde commence à se concentrer intensément sur la préparation des plats pour le grand événement. Wang travaille aussi vite qu'il le peut, préparant méticuleusement les soupes en accordant une attention particulière à la saveur et à la présentation. Rana travaille encore plus vite,
faisant de son mieux pour préparer tous les hors-d'œuvre aussi rapidement et précisément que possible. Rana remarque également que de petits détails comme les fleurs sur la table et les couverts ne sont pas tout à fait à la hauteur, alors elle demande de l'aide supplémentaire pour les ajuster et les améliorer, mais lorsqu'elle regarde sur le côté, elle voit à quel point Gaku semble épuisé et vidé, alors elle lui dit gentiment qu'il n'a pas besoin d'aider pour quoi que ce soit d'autre. Ce dont il a vraiment besoin maintenant, c'est de se reposer. Après tout, il a été contraint d'endosser le rôle de pâtissier, sans aucune expérience ni préparation préalable. Elle ne peut qu'imaginer à quel point il doit se sentir stressé à ce moment-là, en pensant à toute la pression qu'il subit. Cependant, à la surprise générale, Gaku explique calmement qu'il a déjà fait tous ses préparatifs pour le dessert, et qu'il est donc complètement libre pour le moment. Il insiste pour aider les autres, car il ne supporte pas de rester les bras croisés pendant que l'équipe travaille. Milo entend cela et affiche immédiatement un regard enthousiaste et plein d'espoir. Rana, ravi d'entendre la détermination de Gaku, lui demande d'aller chercher des pommes vertes, des courgettes et du gingembre, puis de les mélanger soigneusement dans un rapport de 3h1. Ces ingrédients ont été spécialement modifiés et ajustés pour ce plat particulier après de nombreuses dégustations. Entendant les instructions, Gaku se met immédiatement au travail, et quelques instants plus tard, 2 assiettes sont prêtes et soigneusement servies aux clients. Cependant, Oti remarque à quel point les pillards et le personnel s'affairent et les exhorte à rester calmes et prudents, car il ne veut pas que les clients ressentent l'énergie anxieuse ou se sentent stressés par les mouvements précipités du personnel. Cela mis à part, Rana remarque que Kai n'est pas présent pour le moment et demande à Oti où il se trouve. Oti explique que Kai va avoir un peu de retard et qu'il est là temporairement pour garder un œil sur les choses jusqu'à son arrivée. Cela mis à part, Oti demande à Rana ce qu'elle ressent à l'idée d'être la première chef dont le plat sera servi ce soir. Elle répond qu'elle a donné le meilleur d'elle-même pour préparer le repas, mais qu'à présent, elle est honnêtement plus inquiète et préoccupée par la façon dont Gaku gère tout. Pendant ce temps, lorsque les invités goûtent enfin l'entrée soigneusement préparée par Rana, ils la trouvent immédiatement incroyablement délicieuse et savourent chaque bouchée avec un plaisir et une appréciation visible. À en juger par la saveur de l'entrée, les invités ont hâte que le plat principal arrive, leur impatience grandissant à chaque instant. Pendant ce temps, dans la cuisine animée, Rana exprime sa profonde inquiétude à Oti, lui demandant s'il est vraiment acceptable que Gaku soit chargé de préparer les desserts, car la situation dans laquelle il se trouve actuellement est de loin la plus désespérée qu'il ait jamais connue. Elle se souvient de cette journée difficile comme si c'était hier. Non seulement il n'arrivait pas à trouver une recette de dessert convenable, mais il avait même du mal à préparer quelque chose d'aussi simple qu'une crème pâtissière. Elle pense toutefois que Gaku a dû trouver l'inspiration à ce moment-là, car dès le lendemain, il a commencé à faire une série de choses inhabituelles et inattendues dans la cuisine. Il ne s'agissait pas seulement des ingrédients jetés. Il a même acheté des ingrédients supplémentaires qu'ils avaient commandés avec son maigre salaire et a commencé à les goûter attentivement, un par un, puis il s'est mis à écrire sans arrêt, méticuleusement, prenant des notes et consignant ses observations. Rana se souvient que Oti était lui-même pâtissier, elle lui demande donc s'il comprend pourquoi Gaku se livrait à tous ces comportements étranges, presque obsessionnels. Oti se contente de rire doucement, disant qu'il ne peut pas vraiment comprendre car il n'a jamais vu de pâtissier comme Gaku auparavant. Nina émerge alors de derrière Rana et ajoute que Gaku a passé 2 semaines entières à goûter sans cesse les ingrédients qu'il avait achetés au restaurant, expérimentant et analysant les saveurs à sa manière unique. Après cette période, il a même proposé de retourner dans sa ville natale de Yamanashi pendant 3 jours, prétextant vouloir échapper à la réalité pendant un certain temps. À l'époque, il est resté encore 2 semaines avant le jour de l'événement, alors Inui lui fait comprendre qu'il ne pense pas que rentrer chez lui soit une bonne idée et lui rappelle qu'il a la responsabilité importante de nourrir 50 personnes avec des desserts, et que chaque jour qu'il passe à perfectionner son art est crucial. Oti tapote l'épaule de Gaku pour le soutenir et lui rappelle qu'en tant qu'ancien pâtissier, il aimerait sincèrement savoir ce que Gaku compte faire. C'est pourquoi Oti propose d'accompagner Gaku à Yamanashi. Gaku et Oti se rendent donc ensemble à Yamanashi, puis finissent par revenir. Milo, toujours aussi curieux, demande à savoir ce qui s'est passé pendant leur visite à Yamanashi, mais Oti lui répond simplement de se concentrer sur ce qu'il est en train de cuisiner. Milo insiste néanmoins pour connaître les détails, car il est sincèrement inquiet pour Enzo et veut être rassuré. Cependant, Rana fait remarquer que Milo n'est pas vraiment en mesure de se plaindre, car c'est lui et Kai qui ont initialement poussé Gaku dans cette situation. À ce moment-là, où on intervient pour annoncer que sa soupe d'anguille spéciale est prête et qu'elle doit être servie immédiatement. Il insiste sur le fait que ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour Gaku. Ils doivent se concentrer sur la raison principale de leur présence ici, à savoir la cérémonie, et s'assurer que tout se passe bien. Cela dit, Nen et les autres serveurs se précipitent pour servir le plat aux invités qui l'attendent avec impatience. Pourtant, Rana ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Gaku est parti si brusquement dans sa ville natale. Que cherchait-il exactement à accomplir? Se pourrait-il qu'il ait cherché l'inspiration pour ses créations de desserts? Lorsque Gaku s'est rendu dans sa ville natale,
Oti a commencé à s'irriter lentement du fait que Gaku errait sans but apparent. Wumi l'a suivi, pensant au départ qu'il cherchait l'inspiration pour ses desserts, mais voyant à quel point il marchait sans but, elle a commencé à croire qu'il était peut-être simplement venu ici pour changer d'air, pour échapper temporairement à la pression de la cuisine. Oti la rassure cependant en lui expliquant qu'en tant que pâtissier, changer de rythme n'est pas une mauvaise chose. Il explique à Wumi que lorsqu'il était un pâtissier très célèbre, il ne s'appuyait pas sur des tournées de desserts ou des idées extérieures. Il ne voulait tout simplement pas copier les concepts des autres. C'est pourquoi il changeait souvent délibérément d'environnement, modifiant son cadre de travail afin d'acquérir de nouvelles perspectives et de trouver une inspiration nouvelle pour son prochain plat. Les desserts sont très différents des autres plats, car leur fabrication est complexe et leur saveur délicate nécessite précision et créativité. C'est pourquoi il explique que les errances sans but de Gaku pourraient bien être sa manière unique de trouver l'inspiration pour ses créations. Réalisant cela, Wumi repense à ce moment au restaurant et commence à comprendre que Gaku a dû trouver une solution par lui-même. Auparavant, Gaku était rempli de désespoir et de tristesse, mais maintenant, la peur et l'hésitation semblent avoir complètement disparu. Oti est d'accord avec son observation, affirmant que Gaku est devenu encore plus mystérieux et intrigant. Wumi admet qu'elle n'a suivi Gaku ici que parce qu'elle s'inquiétait sincèrement pour lui, et le voir ainsi lui brise le cœur. Il s'avère que le père de Gaku les a également suivis et remarque avec enthousiasme qu'il est vraiment ravi que Gaku ait accepté de revenir dans leur ville natale. Il explique que depuis son plus jeune âge, Gaku était toujours à l'intérieur et ne s'intéressait pas du tout à la nature, il n'aurait donc jamais imaginé que Gaku amènerait ses amis avec lui pour admirer la beauté de la nature. Tokyo a dû le changer d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Wumi observe à quel point le père de Gaku est extraverti et énergique et se rend compte qu'il n'a rien à voir avec Gaku, qui est si réservé et réfléchi en comparaison. Après cela, le père de Gaku les invite à venir visiter leur maison, mais en regardant Wumi de plus près, il se rend compte qu'elle est la fille dont Gaku lui a toujours parlé. Il demande alors si la fille qui a participé avec lui aux Olympiades de mathématiques s'appelait Musashi. Le père de Gaku admet que Gaku parle rarement des filles, alors il se souvient soigneusement de tous leurs noms. Au moins, il est heureux de voir que Gaku commence à connaître plus de filles dans sa vie. Le père de Gaku devient finalement sérieux et dit que même si c'est un peu triste, Tokyo est un endroit où Gaku peut vraiment se passionner pour les choses qu'il aime. En réalité, même si Gaku est enfin revenu dans sa ville natale, il n'a jamais vraiment passé de temps avec son père ni ne l'a vraiment regardé, mais à ce moment-là, Gaku appelle Oti et l'informe qu'il a enfin trouvé le dernier ingrédient pour le dessert. Tout le monde est choqué d'entendre cela, se demandant s'il existe vraiment dans ce jardin botanique un ingrédient qui pourrait être utilisé dans un dessert. Alors qu'il le regarde avec incrédulité, il reste bouche bée en voyant Gaku manger tranquillement des pétales de fleurs. Wumi lui demande comment il peut manger les plantes d'un jardin botanique avec autant de désinvolture et sans se soucier des conséquences, mais Gaku reste confiant, leur montrant les pétales et expliquant que c'est la seule façon pour lui de créer un plat unique. Il en est certain. Pendant ce temps, lors de l'événement, tout semble se dérouler sans encombre, tous les invités appréciant la nourriture et se régalant de chaque plat. Kai félicite tout le monde pour leur excellent travail, puis ajoute que l'ami de Gaku, Hirose, est la véritable star du banquet. Il ne sait pas ce que pense Hirose, mais celui-ci mange chaque plat avec un tel appétit et un plaisir évident. Kai se dirige alors vers Gaku et lui propose de l'aider à préparer son plat selon ses instructions, sachant que Gaku est encore un pâtissier inexpérimenté. Gaku remercie Kai pour son aide, puis lui montre un dessin détaillé et lui demande de préparer le plat exactement selon cette forme en utilisant les ingrédients indiqués sur le papier. Kai et les autres jettent un œil au plan et sont tous visiblement choqués, stupéfaits par le projet ambitieux et créatif de Gaku. Kai rit joyeusement, indiquant que Gaku a une fois de plus fait quelque chose qui l'intrigue et éveille sa curiosité. Les autres demandent s'ils peuvent aider, offrant leur aide avec enthousiasme, mais Gaku leur répond que ce n'est pas nécessaire, insistant sur le fait que l'aide de Kai est plus que suffisante. Kai et Gaku commencent alors à travailler main dans la main, collaborant harmonieusement pour préparer le dessert. Oti observe Gaku de loin et remarque que, même s'il est encore un pâtissier inexpérimenté, il ne semble pas le moins du monde désorienté. Il semble savoir exactement quoi faire à chaque étape. Oti n'en croit pas ses yeux, étonné de voir avec quel naturel Gaku s'acquitte de la préparation. Pendant ce temps, à la table des invités, le président fait remarquer que c'est à Hirose que revient tout le mérite d'avoir remporté le prix aujourd'hui. Cependant, il remarque rapidement que ce qui domine l'atmosphère de l'événement, c'est sans aucun doute la nourriture. Ils expliquent qu'il est rare de voir un repas à plusieurs plats d'une telle qualité, car chaque plat a été minutieusement étudié, planifié et exécuté avec soin. Pourtant, Musashi ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise à propos du dessert de Gaku alors qu'elle attend, le cœur battant d'impatience. À ce moment-là, Gaku sort de derrière le rideau, et Hirose se lève immédiatement pour l'accueillir avec une excitation visible dès qu'il le voit, mais Gaku ne se laisse pas déconcerter le moins du monde. Il garde son calme et son sang-froid, ne laissant rien transparaître.
Oti regarde toute la scène à la télévision et se rend compte que Gaku est désormais remarquablement similaire à Hirose, la personne même que Oti craignait autrefois. Gaku félicite gracieusement les gagnants, puis commence à expliquer les détails de son plat, parlant avec une confiance tranquille. Musashi commence à hyperventiler, sentant son anxiété monter à mesure que la situation devient plus intense et que l'anticipation grandit. Pendant ce temps, dans la cuisine, Oti admet qu'il se sent mal à l'aise car depuis le jour où Gaku a trouvé son inspiration, il n'a plus jamais regardé personne directement dans les yeux, se concentrant entièrement sur son article. Enfin, le plat est soigneusement placé devant Hirose, qui écarquille les yeux de surprise lorsqu'il le voit pour la première fois, clairement surpris par ce qu'il voit et impatient de goûter ce que Gaku a préparé.